La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, la caméra s'est éteinte, c'est normal, rien ne fonctionne. Nous sommes extrêmement tristes et nous allons peut-être devoir nous passer de nos images pour la rediffusion de cette petite émission, c'est dommage. Enfin bon. Donc ce soir c'est la zététique de terrain mon cher Vlad. Absolument, ce nom me plaît beaucoup parce que ça fait vraiment film d'action et peut-être que ça va faire grimper nos stats, tout ce qui manque c'est que des chats. Alors la zététique ne consiste pas à se jeter sur des gens pour leur interdire de croire dans les esprits, la télépathie ou le vaudou. Pensez bien que j'en suis le premier navré. Être zététicien, ce n'est pas être un inquisiteur ni un science justice warrior, un prescripteur de ce qu'il faut croire, à quelle heure et dans quelle position. La zététique, c'est une méthode que l'on utilise pour distinguer le vrai du faux, tout en s'efforçant de se rappeler qu'une vérité absolue, ça n'existe que dans les contes de fées et les livres sacrés qui jugent la vie humaine moins importante que le respect d'un interdit alimentaire. Par définition même, le zététicien ne peut pas être dogmatique, et il doit donc douter a priori de ce qui est avancé. Mais le doute n'est pas une fin en soi, sinon autant appeler cela la religion du doute et établir que le dogme est de douter de tout, ce qui ne conduirait pas très loin. Le doute n'est qu'un outil dans notre attirail, un outil puissant et tranchant à manipuler avec précaution. Le but de la démarche est de dépasser le doute et d'aboutir à une opinion éclairée. Or donc, quand on vous dit qu'un cataplasme peut soigner une scoliose, que du nitrate d'argent combat les ulcères ou que l'astrologie peut prévoir les krachs boursiers, il s'agit de déclarations sur la manière dont fonctionne le monde, et ce sont des choses que l'on peut tester. La zététique consiste en cela, tester ces allégations, décrire le phénomène attendu, conduire un protocole permettant de vérifier si c'est conforme au réel. Et même mieux que cela, la zététique de terrain, c'est s'adresser à ceux qui pensent pouvoir prouver l'existence d'un phénomène extraordinaire ou franchement paranormal, et leur donner l'occasion de mettre ces idées à l'épreuve de l'expérimentation. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui affecte le monde dont nous faisons l'expérience est accessible à l'expérimentation scientifique, pourvu que l'on sache développer un protocole suffisamment subtil et prudent. Et c'est un peu le travail de notre invité de ce soir. Il gère la préparation et l'exécution des expériences sur des phénomènes présumés paranormaux au sein de l'Observatoire zététique. Et il va nous raconter comment cela fonctionne. Bonsoir Nicolas Vivant. Bonsoir. Bonsoir. Donc Nicolas Vivant de l'Observatoire zététique, est-ce que tu peux te présenter ton pédigré en quelques mots, savoir d'où tu viens, si tu as une formation particulière et après on ira dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas du tout de formation particulière, je suis informaticien, mais j'ai une formation littéraire à l'origine. Ah oui. Et donc, j'ai découvert les aspects expérimentaux, y compris leurs plus rugueux, les plus rugueux, en pratiquant, en fait, et au contact d'autres zététiciens plus aguerris que moi dans le domaine. Mm-hmm. J'ai assez vite pris conscience du fait que... la capacité à mettre en place un protocole qui tient à peu près la route ne nécessite pas forcément de connaissances scientifiques poussées. Et donc voilà, au fil du temps et des expériences de l'OZ, des rencontres et tout, je suis devenu un peu plus aguerri que les autres dans le domaine, ce qui ne signifie pas que je sois responsable de ça au sein de l'Observatoire, hein, je l'ai été. Mais bon, le fait que ce soit principalement moi qui ai mis en œuvre les expériences qui ont été publiées par l'OZ tient plus au fait que ça m'intéresse, en fait. Voilà, et puis que j'ai une certaine expérience dans le domaine. Voilà. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il y a un responsable ou une responsable de ce poste-là actuellement, ou c'est... Non, officiellement non. Et il y a d'autres expériences qui ont été menées. Alors, elles n'ont pas été publiées, elles ne sont pas toujours allées jusqu'au bout, mais il y a d'autres expériences qui ont été mises en place sans ma participation. Donc, je ne suis pas vraiment responsable. Voilà, d'accord. Bon, alors, on a fait une erreur dans l'édito. Voilà, tu n'es pas responsable. Mais en gros, mais tu te charges quand même du gros du travail, on va dire, sur ce terrain-là. Voilà, parce que ça m'intéresse, en fait. Depuis toujours, c'est surtout ce qui m'intéresse dans la zététique, on va dire. Et justement... quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que pour toi, il y avait une nuance entre le scepticisme à l'anglaise ou les sceptiques, etc. et ce qu'est la zététique telle qu'elle a été recréée ou créée en France il y a 30-40 ans. Pour toi, il y a un côté terrain. Absolument, oui. Et c'est historique, hein. C'est pas dans la définition de la zététique. C'est lié au fait qu'Henri Brock, qui donc a remis au goût du jour ce terme
Et cette pratique, on va dire, était quelqu'un de terrain. Et d'ailleurs, il avait commencé par faire du terrain avant de se lancer dans la zététique. Donc c'est quelqu'un qui était très attaché au fait d'être en contact avec les gens, et puis de tester véritablement, c'est-à-dire quelque part d'apporter des données et pas simplement de commenter ou de réfléchir à tout ce que cela peut vouloir dire. Et donc, moi, je sais que j'ai été tout de suite très sensible à ça, parce que mon intérêt pour la zététique, par des expériences qu'on fait quand on est ado, lycéen, du type on fait tourner les verres, ce genre de choses-là. Moi, j'ai vu voilà, des photos où Henri Brock marche sur des charbons ardents, etc. Donc, c'est vraiment, on donne de sa personne quand on fait ça, c'est pas mal. Oui, puis il a passé des nuits avant de se lancer dans la zététique à essayer d'observer des ovnis. Enfin bon, il a été tout de suite sur le terrain. Il a fait quelques trucs célèbres aussi autour du sarcophage d'Arthur-Tech, le sang de Saint-Janvier. Donc c'est autant de travaux qu'il a fait et pour lesquels il s'est déplacé, il a rencontré les gens et il allait voir sur le terrain de quoi il s'agissait. Et puis bien sûr, il y a eu la création du prix défi donc par le Henri Brock et le laboratoire de zététique de Nice, où là on était dans l'expérimentation en permanence, quoi. Ouais, donc ça c'était historiquement c'est même venu avant le défi sceptique de James Randi, il me semble. Et en gros, voilà, pour resituer, c'était proposer à des personnes qui pensent avoir un pouvoir particulier ou qui pensent pouvoir démontrer l'existence d'un phénomène qui est jugé paranormal ou en tout cas pas exactement dans le cadre de la connaissance scientifique, et leur proposer de travailler avec vous pour mettre au point un protocole. Et s'ils font la démonstration en effet que ça existe, ils pouvaient récupérer. Alors c'était quelle somme d'argent ? Les derniers temps, c'était 200 000 €. Pas mal, hein ? Ça le fait. Et donc, il y a eu combien de candidats en France, français ou non, mais en tout cas par rapport à ce défi français ? Comment est-ce qu'il y a eu de gens ? Alors, j'ai pas le chiffre exactement, mais c'est autour de 250, me semble-t-il. D'accord. Avec une équipe très réduite pour gérer ça, donc ça prend un temps fou, quoi. Oui. Bon, ils étaient principalement 3 personnes. Il y avait une personne qui s'appelle Jacques Théodore, qui est un scientifique belge. Il y avait donc Henri Brock, du labo de zététique de Nice, et Gérard Majax, l'illusionniste bien connu. Voilà, c'était les trois organisateurs et les 3 participants au prix défi. Et donc ce prix défi, il a été décliné dans d'autres pays. Je crois qu'il y en avait ou il y en a un encore en Inde. Donc il y avait le prix James Randi de Paris qui a pris fin, il me semble. Hein, c'est le plus court. Et donc il y avait des sommes importantes d'argent et malheureusement ou heureusement, je sais pas. Enfin, en tout cas, personne n'a jamais réussi à venir avec une proposition, à se mettre d'accord sur un protocole et à faire la démonstration de l'existence de cette capacité surnaturelle ou de ce phénomène inconnu. Donc voilà, jusqu'à présent, ces défis-là n'ont pas permis de prouver quoi que ce soit de surnaturel, ou à l'inverse, ont réussi à prouver que ça n'existait pas. Ça dépend des sensibilités. Mais en tout cas, il y a cet aspect de tester sur le terrain pour de vrai. Et donc le gros du travail, lorsqu'on fait ça, c'est en amont. Du cas, c'est quand quelqu'un concrètement ça passe comme en 6 mois. Je pense que j'ai le pouvoir de réparer les télévisions à distance. Je toque chez vous, bonjour, j'ai ce pouvoir-là. Comment vous réagissez, comment ça se passe ? Alors la première chose, c'est qu'on organise une rencontre. On ne met jamais en place un test de but en blanc. Ouais. Ça passe par une rencontre, une première rencontre, qui est une rencontre physique. On se rencontre et on discute de la pratique de la personne. Alors c'est l'occasion de faire connaissance, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses, puisque bon, il y a des pratiques. On a été contacté pour des choses vraiment très diverses. Il est intéressant d'avoir des détails. C'est l'occasion de voir dans quel état d'esprit se trouve la personne. On essaie de s'assurer, par exemple, que c'est une personne qui psychologiquement est stable, parce qu'on peut aussi être contacté par des gens qui souffrent de pathologies, et il faut pouvoir autant que possible déceler pour éviter de... Alors là, je te coupe parce que j'ai un petit problème de connexion. Je vais fermer tous mes onglets qui servent à rien parce que le son est quand même assez haché. La fermeture de tous les onglets de Mandax devrait prendre 1 minute ou 2. Non, mais c'est bon, c'est fait. Mais je suis un peu étonné que ça marche aussi mal. Mais voilà, là, je ferme les trucs qui servent à rien. Voilà.
reprenons ce que nous disions. Donc voilà, c'est l'occasion de rentrer dans les détails d'une pratique, puisque quand on discute avec quelqu'un en place un protocole expérimental, une des problématiques qu'on a, c'est d'arriver à trouver ce qui est testable dans la pratique à laquelle on est confronté. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre du récit, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'allégation invérifiable, et puis il y a des éléments qui peuvent effectivement être testables et qui, si on les teste et qu'on obtient un résultat positif, peuvent donner quelque chose de très intéressant. Donc, cette discussion, c'est aussi l'occasion de mettre en évidence, d'isoler ces éléments testables dans la pratique de la personne. On commence aussi à discuter protocole, donc et à voir comment un protocole pourrait se mettre en place. Donc c'est vraiment un embryon de protocole au départ. On se met d'accord sur des principes sur ce qu'on va tester. Et puis une chose très importante, on demande à la personne systématiquement d'envisager la possibilité d'un échec. C'est-à-dire que nous, on est prêt évidemment à envisager la possibilité d'un succès, on est là pour ça. Hein. Si on était convaincu a priori que l'expérience serait un échec, vous pensez bien qu'on ne s'en mettrait pas à mettre en place des protocoles. En revanche, on n'est pas toujours très sûr que la personne vivrait bien un échec, surtout quand on s'apprête à tester. Et la pratique est une pratique soit professionnelle, soit une pratique, en disant socialement très engageante pour cette personne-là. Et comme notre objectif, c'est pas de faire du mal aux gens, on essaie de mesurer l'impact social de cette expérience. C'est pour ça que tu parles aussi de ne pas tester de n'importe qui. Donc les gens qui auraient un profil psychologique un peu embêtant, un peu chargé de médical et compagnie, c'est pas forcément facile. Voilà. Enfin, vous n'avez pas courir le risque de mettre quelqu'un en danger parce qu'il aurait été testé alors qu'il n'est pas capable de gérer un échec, quoi. Et ça, c'est important. Voilà. Ou si c'est toute sa vie, si cette pratique est toute sa vie, et si à la suite de l'expérience, il y renonce, on vivrait assez mal avec les conséquences sociales de cette expérience qu'on a fait. Si vous voulez, nous, on fait ça, on prend pas de risque. Donc, voilà, on essaie de s'assurer de ça. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite la deuxième chose, donc la discussion se poursuit après cette rencontre et on essaie avec la personne qui nous a contactés et en collant le plus possible à sa pratique, on essaie de mettre en place un protocole expérimental rigoureux. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails de ce qu'est un protocole expérimental rigoureux. Voilà, juste pour donner le plan de l'émission, donc là on explique un petit peu comment ça passe. Après la seconde partie, tu nous feras le récit de deux cas d'école, de deux expériences vraiment qui ont été menées à leur terme et qui ont donné lieu à une publication et qui sont et puis à la fin on reviendra pour parler un peu d'éthique et des conséquences que peuvent avoir ces approches-là. Donc d'abord, on va prendre un peu chronologiquement, on se place au début de la chose, quelqu'un vient vous voir en disant voilà, je peux faire telle type de choses, comment est-ce que vous mettez en place un protocole? Parce que voilà, c'est la partie la cruciale en fait de la chose. Donc comme je le disais, on essaie d'isoler les paramètres testables. Et puis on essaie de discuter ensemble des contrôles qu'on va mettre en place, puisque pour pouvoir conclure, il faut un minimum de contrôle autour de la pratique. Et c'est un exercice auquel les gens qui viennent nous voir sont généralement pas préparés. Et donc on essaie d'être aussi didactique que possible pour expliquer l'intérêt aussi de ces différents contrôles. Donc typiquement, on va devoir faire un certain nombre d'essais. Et pour ça, on explique que, je sais pas, imaginez que quelqu'un arrive en vous disant bon voilà, j'ai un don à pile ou face, je fais systématiquement ce que je veux. Voilà, regardez, je prends un exemple, je jette une pièce, je vous annonce que je vais faire pile. Le type jette la pièce, il fait pile, et il dit voilà, ça y est, j'ai prouvé que j'avais un don. Vous voyez, je fais ce que je veux. On peut avoir un don parfaitement inutile. Hein, on n'est pas obligé de faire un don. Voilà, non, c'est bien. Bon voilà. Donc dans ce cas-là, évidemment, donc la personne jette la pièce, fait pile comme elle l'avait annoncé. Est-ce que on se satisfait de cette démonstration-là? Alors sur un essai, le chat, vous en pensez quoi? Est-ce que sur un essai, je dis je fais pile, je lance, je fais pile, est-ce que ça marche? J'ai prouvé quelque chose? Alors je vais pas attendre la réponse est non. Hein.
Donc On voilà, pose évidemment, vraiment les questions qui dérangent dans la tronche en biais, hein. Ah. Vraiment on s'engage. Attention, c'est polémique, hein. Et donc, en partant d'un exemple simple comme ça, on essaie de le décortiquer, et puis donc de faire comprendre pourquoi il faut un nombre d'essais suffisant, et comment on détermine qu'un nombre d'essais suffisant. Oui. On aborde l'analyse statistique qui va être faite. On essaie aussi d'expliquer l'intérêt d'avoir un protocole en double aveugle. Alors, le double aveugle, donc, si tu peux nous rappeler ce que c'est. Ah, le double aveugle, c'est un protocole dans lequel la personne testée et la personne qui teste ignorent si le praticien a juste ou faux au moment où il fait son essai. Je vais vous prendre un exemple simple. La personne, on va reprendre l'exemple du pile ou face. La personne dit je fais pile quand je veux. Elle est à 3 mètres de vous, elle lance la pièce, vous la voyez pas, et elle dit ça y est, j'ai fait pile. Vous allez dire j'aimerais bien pouvoir voir la pièce. Dans un protocole expérimental où on induit du double aveugle, on va avoir quelqu'un qui va juger du fait que ce soit pile ou face, qui va être indépendant de ceux qui participent à l'expérience. Ouais. Alors peut-être que pile ou face c'est pas une Ouais, c'est pas un bon c'est pas le top du top. Le plus simple, c'est par rapport aux médicaments. J'ai la migraine, j'ai une pilule ou un placebo. Et ben, je ne sais pas ce que j'ai avalé, et la personne qui est en face de moi et qui va prendre les mesures pour estimer si ou non j'ai la migraine ne sait pas si j'ai avalé le placebo ou la pilule qui est censée fonctionner. Voilà, le double aveugle, c'est ça en fait. Si j'ai bien on va rentrer dans le détail sur le protocole dont on va parler plus tard, ouais. et vous comprendrez mieux l'intérêt du double aveugle, mais en tout cas, ni la personne testée, ni la personne qui teste n'a accès, disons, aux détails de ce qui se passe. Ouais, ça évite le biais d'être influencé dans son jugement de ce qui se passe par rapport à ce qu'on sait et de ce qu'on ignore. Quand on est en double aveugle, on ne sait rien, du coup, on n'a pas de préjugés, normalement. Voilà, de la même façon, on essaie d'introduire autant que possible de la randomisation, donc une répartition aléatoire dans nos essais, c'est-à-dire que imaginez qu'on décide de tester cette personne à pile ou face, et puis qu'on lui dit on va nous te demander de faire pile ou de faire face, et puis tu vas le faire. Et puis on va choisir de faire 100 essais, et puis on se dit les 100 premiers essais ce sera pile, et puis les 50 premiers essais ce sera pile, et puis les 50 essais suivants ce sera face. Et on dit à la personne allez, faites-moi pile, boum, faites-moi pile, faites-moi pile, faites-moi pile, faites-moi pile. Au bout d'un moment, la personne va se rendre compte qu'en fait il y a une séquence prédéterminée dans le résultat attendu, et donc elle va avoir tendance évidemment à se soumettre à cette séquence-là. Pour prendre un autre exemple plus simple, vous avez pour détecter un objet ou de l'eau, par exemple. Voilà, vous devez détecter la présence d'un objet dans 2 récipients, par exemple. Si vous essayez de déterminer le placement de l'objet avant chaque essai au hasard, l'expérience a montré que l'homme est un très mauvais générateur de hasard, en fait. Et donc, on va avoir tendance, par exemple, à alterner systématiquement le récipient 1 et le récipient 2, parce que dans la construction psychologique qui est la nôtre, le hasard passe par une alternance comme ça. Ouais. Alors qu'en réalité, si on fait un tirage au sort et que c'est le hasard qui détermine dans lequel des 2 récipients on va mettre l'objet à découvrir, on peut tout à fait avoir des séquences où on va avoir 4, 5 fois le même récipient pour notre échantillon. Donc voilà. Il faut randomiser la série pour éviter qu'on puisse soupçonner la personne testée d'avoir prévu la présence, la manière dont a été mis en place le setup. Voilà. Donc on randomise pour être sûr que le résultat est honnête des 2 côtés, quoi. Ensuite, une autre chose très très importante qu'on fait systématiquement, qui est assez peu pratiquée, mais qu'on fait systématiquement, c'est ce qu'on appelle un test blanc. C'est-à-dire qu'avant de commencer l'expérience avec la randomisation, le double aveugle et tout ce qui s'impose, on fait un test où on déroule un essai du protocole sans double aveugle. Alors typiquement, imaginons que vous deviez détecter la présence d'un objet dans 2 récipients. On va mettre en place, on va se mettre exactement dans les conditions expérimentales. Donc on va mettre en place le récipient, il y aura le praticien qui sera là, et on va lui dire
l'échantillon à trouver dans le récipient, il se trouve dans le récipient A. Est-ce que vous le détectez correctement? Voilà. Oui. Et donc, sans double aveugle, mais dans les conditions de l'expérience, la personne va vérifier, si par exemple il s'agit d'une détection au pendule, elle va vérifier qu'avec son pendule, dans le récipient, elle repère correctement l'échantillon. Alors ça, c'est très important parce qu'il faut absolument s'assurer que l'ensemble des paramètres expérimentaux ne viennent pas nuire à la performance de la personne qu'on teste. Oui. Il faut vraiment que les conditions soient optimales. Parce que Ça s'il n'y a pas de blanc, après coup, on peut vous dire, ah, mais vous comprenez, c'est par rapport à la conformation. En fait, là, il y a un triangle rectangle dans la pièce. Du coup, les ondes passent mal. Du coup, c'est normal que j'ai raté. Ça peut être ça. La personne peut aussi être fatiguée. Il peut y avoir un événement quelconque lié à l'expérience ou pas et qui fait que l'expérience, à ce moment-là, ne peut pas se dérouler. Alors qu'avec le test blanc, voilà, du coup, on valide avant coup. Voilà, on valide que tout fonctionne correctement. Et puis ensuite, on attaque donc les essais qu'on a prévu de faire sur l'expérience. Et à ce moment-là, la seule chose nouvelle qui est intégrée, c'est le double aveugle, c'est-à-dire que la personne ignore si l'échantillon se trouve sous le récipient 1 ou le récipient 2. Et on y va. Alors, même chose à la fin de l'expérience. Donc, on fait un certain nombre d'essais. Et à la fin de l'expérience, on demande à la personne, avant de dépouiller les résultats, comment elle s'est sentie, si, à son sens, les conditions expérimentales étaient optimales, si elle pense avoir fait un bon résultat. Enfin, voilà. On essaie de... Mais du coup, ce qui est important, là, c'est du coup, on fait la série d'expériences. Bon, pile ou face, c'est un exemple un peu compliqué, mais en tout cas, pour ce qui est de détecter un objet, la personne ne sait pas... Bon, vous faites 50 essais. Pour les 50 essais, la personne ignore si elle a eu bon ou faux. Pendant toute l'expérience, et puis tout à la fin, avant de dépouiller, voilà, elle témoigne. Oui, en effet, au cours de cette expérience, tout s'est bien passé, donc je suis confiant par rapport au résultat, c'est validé. C'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Okay. Donc on vérifie après coup aussi que les conditions de l'expérience étaient correctes. Voilà, pour tout le monde, hein, pour la personne testée, pour nous. On fait un petit débriefing. Ouais. Et puis seulement après, on dépouille les résultats et on regarde ce qu'on obtient. Okay. Et tu m'as précisé aussi que, pardon, je te coupe, mais c'est mon défaut, hein, je coupe, alors ça c'est le truc. Mais tu m'as précisé que on a quand même bossé pour préparer l'émission. Tu m'as expliqué que au cours des 50 tests ou 30 ou que sais-je, à n'importe quel moment, la personne peut dire non, là je le sens plus, je m'arrête, etc. Enfin, on est vraiment dans un contexte où la personne qui est testée garde le pouvoir de s'arrêter quand elle veut, de dire si jamais elle est plus d'accord avec le protocole. Voilà. Enfin, c'est pas une prison, c'est pas un examen à l'école où vous décidez de tout et la personne vient et doit se soumettre. Il y a vraiment un dialogue tout du long, et c'est ça qui est important, je trouve, qui est beau d'une certaine manière et qui est important pour que les résultats soient d'autant plus valides. C'est que tout au long de la manip, la personne qui est testée, elle est partenaire. Absolument. Voilà. Absolument, et d'ailleurs on lui demande, on déteste par-dessus tout être, nous, observateurs zététiques, seuls participants à l'expérience. Donc on demande autant que possible aux gens qui veulent travailler avec nous de venir avec des amis, des collègues, enfin qui ils veulent, pour qu'ils participent à l'ensemble du processus de réflexion autour de l'expérience, de mise en place du protocole et puis de réalisation. Ce qui permet, puisqu'en général, quand on fait du double aveugle, on a 2 équipes dans l'expérience. On a une équipe qui s'occupe de la mise en place de l'expérience et puis une équipe qui participe effectivement au test et typiquement à la divination de l'endroit de l'échantillon, si on reprend cet exemple-là. Et donc, on aime bien avoir des personnes qui sont venues avec la personne testée dans les 2 groupes. Voilà, d'abord parce qu'elles apprennent, ça permet de rencontrer des gens sympas et puis ça permet aussi d'éviter des contestations de part et d'autre en ayant des gens qui participent à l'ensemble des phases du protocole dans l'ensemble des équipes. Ça permet de s'assurer que tout se passe correctement et tel qu'on en avait discuté. Une neutralité générale. Voilà. Il faut savoir aussi que dans tous ces aimants-là, le protocole dans le détail, avec la randomisation, le double aveugle et tout ça, sont discutés et présentés avant de commencer l'expérience, évidemment. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et validés par tous. Et il y a une autre chose qu'on fait qui est un petit peu originale,
c'est qu'on rédige l'intégralité du rapport expérimental avant de commencer l'expérience, conclusion Comment comprise. vous rédigez tout avant, mais c'est truqué. Oui, presque. Sauf qu'on le rédige avec les différentes options possibles. C'est-à-dire que une expérience, elle peut être concluante ou ne pas l'être. Et donc on décide, avec tous les participants, avant de commencer, ce que va être la conclusion si l'expérience est un succès, ce que va être la conclusion si l'expérience est un échec. Et donc, et vraiment, on ne discute pas sur le principe, on rédige vraiment les conclusions en fonction des différents résultats possibles de l'expérience. Et tout ça est validé par tout le monde avant qu'on commence l'expérience. C'est-à-dire qu'au moment où le rapport expérimental est publié, il y a les chiffres qui sont, puisqu'on n'a pas les données au moment où tout ça est signé, il y a les chiffres qui sont ajoutés, les résultats évidemment, et la conclusion qui est un copier-coller de quelque chose que donc tout le monde a validé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise au moment de la publication du rapport expérimental. Il n'y a pas un mot qui n'a pas été validé par tous, quoi. Donc voilà. Ça, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres équipes en France? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui font ce genre d'expérience à part l'OZ? Est-ce qu'il y a d'autres cercles zététiques qui font un peu ce travail sur le terrain? Alors à ma connaissance, non. Alors en fait, il y a un certain nombre de cas pour lesquels on aurait aimé avoir des exemples de protocoles expérimentaux, parce qu'il y a des cas qui peuvent être assez complexes. Oui. Et donc on aurait pu s'inspirer ou être dans la reproduction d'un protocole déjà existant. Et on a bien du mal à en trouver, non, on le regrette. Et hors de France, est-ce qu'il y a des choses comme ça Bon, je sais qu'il y a la fondation Randy, anciennement avec le prix... Le prix de la fondation donc, qui était $1 million pour si jamais vous arrivez à prouver que vous avez un pouvoir particulier. Est-ce que eux de leur côté ils ont des choses publiées? Est-ce qu'ils continuent à faire à tester des gens? Alors oui, mais en général ils donnent un résumé du protocole. Oui. C'est rarement on a rarement les données brutes, voilà, c'est rarement aussi détaillé que ce qu'on s'astreint à faire en fait. Donc en fait, vous êtes le top du top et à côté, ça manque un peu de... Voilà. Du coup, on n'a pas les ressources bibliographiques complètes qu'on pourrait avoir si les gens publiaient vraiment ce qu'ils font. Ouais, je crois pas qu'on soit le top du top, mais... mais c'est moi qui dis ça, on essaie de participer à cet effort-là et de produire un rapport... in fine, que les gens peuvent s'approprier pour reproduire l'expérience. Et puis évidemment, on se tient à leur disposition pour aider toute personne qui souhaiterait reproduire un de nos protocoles. Oui. On essaie de mettre des photos pour que les gens aient une idée de la façon dont ça peut s'organiser. Et puis on donne systématiquement toutes les données brutes, c'est-à-dire tous les documents qui ont été utilisés dans le cadre de l'expérience sont publiés, donc y compris les notes qu'on peut prendre. Du coup, j'ai deux petites questions. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut faire ce travail-là? Voilà, enfin, je sais pas, un petit groupe ou une personne veut soit se tester lui-même, soit tester quelqu'un. Il n'a pas tellement de connaissances sur comment on monte un protocole. Il ne veut pas forcément que quelqu'un d'autre le teste lui. Ou voilà, enfin, ils aimeraient travailler dans leur camp pour tester quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter vous? Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Est-ce qu'il y a des forums? C'est des choses? Comment on fait? Alors, il n'y a pas de forum. Ils peuvent nous contacter par le groupe Zététique sur Facebook. Ils peuvent nous contacter par notre page de contact sur zététique.fr. Par tous les moyens qu'ils souhaitent. Et on est toujours prêt à donner un coup de main sur la rédaction de protocole. En général, les gens butent soit sur des points très techniques, du type l'analyse statistique ou la mise en place du double aveugle, ou voilà. Soit ils ne savent pas, dans une pratique donnée, isoler justement les paramètres qui sont testables. Et dans ce cas-là, on est évidemment toujours prêt à donner un coup de main. Voilà. Ok. Et ma deuxième question, c'était... il y avait donc Gérard Majax au départ dans l'assaut, et quelqu'un dans le chat a posé la question. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, dans l'équipe,
des magiciens, des prestidigitateurs qui sont là pour donner un coup de main, pour avoir un œil d'expert sur ce qui se passe ou... On n'a pas de magicien aussi expérimenté que Majax, évidemment. Mais on s'est tous intéressés et on organisait il y a quelque temps des ateliers d'illusionnisme et de magie. Et on s'y est tous intéressés. Donc on sait tous faire des tours. D'accord. Voilà. Et donc on a quelques rudiments comme ça de magie qui nous sont utiles. Mais le Majax, il s'est fait une spécialité de quelque chose qui est la lutte contre le charlatanisme. Et dans le cadre du prix défi, la présence d'un illusionniste était très importante Oui. parce qu'il y avait de l'argent à Bien la sûr, clé ouais, c'est autre chose. et que donc il y avait un certain nombre de personnes qui tentaient un peu le tout pour le tout parce qu'il y avait une somme à gagner au bout du compte. Et donc il y a eu pas mal de participants qui étaient des participants malhonnêtes en fait et qui étaient susceptibles justement d'utiliser les tours de magie. Oui. Nous, on s'est jamais retrouvés dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on avait systématiquement affaire à des gens de bonne foi, convaincus que leur don, si c'était un don, c'était un don véritable, et qu'il n'y avait pas de volonté de tromper qui que ce soit, quoi. Ouais. Du coup, on s'est jamais trouvé dans le cas où il fallait mettre en évidence une supercherie ou un tour de magie. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on n'était pas à l'Observatoire zététique très favorable à l'idée de mettre en place un prix défi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui sont des gens de bonne foi et on avait peur d'être un peu... Alors en plus de l'aspect administratif qui est lourd, administratif, juridique et tout ça, on avait peur d'être envahi de candidatures loufoques et simplement liées à l'argent, quoi, à la présence d'une récompense. Oui, c'est le problème. C'est que on n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui les motive, mais on ne peut pas non plus être dans le soupçon constant, parce que c'est... Voilà, éthiquement et humainement, c'est pas une démarche qui est super intéressante, j'imagine bien. Donc, écoute, moi, je propose qu'on a fait le tour de l'historique et de comment on prépare un protocole. On fait une petite pause maintenant et puis on reviendra sur le récit des deux cas où tu vas nous expliquer qui a été testé. Donc on peut déjà faire un petit teaser. Vous avez testé des radiesthésistes, enfin un ou plusieurs. Plusieurs, oui. Voilà. Et puis vous avez testé le cas d'une dame blanche qui apparaissait au bord de la route ou près d'un château, ou c'était comment déjà, c'est tout? Non, c'était à proximité d'une église, en fait. D'une église, voilà. Donc ne quittez pas, on reparle de ça dans 5 minutes et je passe la parole à Vlad qui va vous parler de musique. Voilà, je vais parler de musique de manière assez amusante, c'est presque relié à l'OZ, mais j'expliquerai après l'audition de la musique. Il s'agit d'une reprise de Nine Inch Nails par In This Moment et ça s'appelle Closer. Closer. Donc nous sommes de retour pour parler du coup, la zététique de terrain pour de vrai, pour que tu nous fasses un récit avec ta belle voix chaleureuse sur comment ça s'est passé quand vous avez voulu tester. Alors, on commence par lequel? Les radiesthésistes, la dame blanche, c'est comme tu veux. Le radiesthésiste, peu importe, en fait, comme vous voulez. C'est toi qui décides. C'est toi qui... Je me lève pour laisser passer Vlad qui était en pause pipi. Voilà. C'est bien, Vlad. Oui, allez. Je dispose d'un système digestif de qualité. C'est ça. Alors, on t'écoute, Nicolas, je sais pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été donc contacté par une personne bien connue des sceptiques, notamment québécois, puisqu'elle participe, ou elle participait, je ne sais pas, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais à leur forum de discussion, le forum des sceptiques du Québec. Les sceptiques du Québec qu'on salue, parce que voilà, il y a plein de gens qu'on connaît qui sont super cool, voilà, donc on les salue. Notamment Claude. Jean-Claude. Et donc cette personne qu'on connaît depuis très longtemps est un physicien, théoricien amateur. Donc il n'a pas du tout de formation en physique. Il se passionne de physique théorique. Et il est notamment convaincu qu'il existe un phénomène qui s'appelle la décohérence macro-quantique. Alors c'est tout un programme, puisque mettre macro et quantique ensemble, ça peut sembler bizarre.
Et moi je suis pas du tout spécialiste évidemment de physique quantique, mais il est convaincu que donc des phénomènes qui existent au niveau quantique peuvent se produire à un niveau macro et que donc on peut avoir des objets comme ça qui se décohèrent. Je sais pas. Alors, juste pour ceux que ça intéresserait, je fais de la pub. On a fait une émission Tranche en live avec Julien Bobroff, qui est professeur de physique théorique et qui justement nous a parlé de ça, de qu'est-ce que c'est que la physique quantique. En fait, que on comprend, enfin les gens qui savent comprennent ce que c'est, et que justement il y a beaucoup de bullshit et de croyances autour de ce que n'est pas la physique quantique. Et ça ressemble un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à l'échelle macroscopique, normalement, il n'y a pas de phénomène quantique, a priori. Enfin bref, cette personne est convaincue que c'est le cas, et c'est une personne qui est aussi passionnée de phénomènes poltergeist. Et donc, il pense qu'il y a un lien, en fait, et que un certain nombre de phénomènes poltergeist peuvent s'expliquer par ce phénomène de décohérence macro-quantique. Après, il y a un combo. Or, il y a quelques années, dans les années 70, un cas de poltergeist, alors je ne sais plus, du côté de la Normandie ou de Il s'est passé quoi, là? Alors, c'était dans un garage. Pardon, juste, attends, parce que ça a coupé 5 secondes, mais c'est revenu. C'est moi, mon PC a fait un truc extrêmement bizarre, j'ai eu un écran tout noir et t'étais plus là. Bon. Arrête de dire poltergeist. On va arrêter de dire ce mot. Et donc, il y a quelques années, dans un garage, il y avait eu des phénomènes, des pierres qui étaient jetées à l'intérieur du garage et puis qui retrouvaient et qui étaient chaudes, voilà. Et puis des phénomènes de lévitation un peu d'objets, et notamment d'une clé à molette. Tout est parti de cette clé à molette. D'accord. Et donc, ce physicien théoricien a réussi à récupérer un échantillon de cette clé à molette qui a donc été découpée en petits bouts. Et qui il en était convaincu, il en est toujours convaincu, un phénomène poltergeist. Il souhaitait vérifier que cet échantillon de clé à molette avait effectivement vécu un phénomène poltergeist, et il a eu l'idée d'expédier cet échantillon à plusieurs radiesthésistes. Et les résultats qu'il a obtenus étaient étonnants pour lui. Puisque tous ont affirmé que l'échantillon qu'ils avaient reçu par la poste avait un taux vibratoire extraordinaire. Donc on a 100% de réussite dans l'expérience que lui a faite d'envoyer son bout de métal à des anesthésistes, si je résume. Voilà. Donc, non, c'est bien, on pourrait se dire que c'est convaincant quand même. Alors, pas vraiment. Et ce qui s'est produit, c'est que quand il a fait part de ça sur le Forum des sceptiques du Québec, il a été un peu moqué, ça s'est un peu mal passé, parce que c'est vrai qu'essayer de prouver quelque chose qui n'est pas tout à fait avéré, en utilisant une pratique qui n'est pas tout à fait validée, c'est avec un protocole un peu léger en plus, donc ça faisait beaucoup. Voilà. Et il ne faut pas se moquer, c'est un petit message, mais c'est pas, je sais que toi tu le fais pas, mais on a tendance, nous les sceptiques, à se moquer. Bon, de temps en temps, le ridicule ne tue pas, et c'est un élément d'hygiène mentale important, mais quand on a des gens qui viennent de bonne foi, il faut pas non plus être un connard, c'est ça quoi. Oui, au contraire, ça renforce souvent. Voilà, donc il faut essayer de discuter avec les gens sans les prendre pour des crétins, même quand ça paraît bizarre. Et là, c'est vrai que ce que tu nous dis, c'est quand même bizarre. Hein. Voilà, bon, après, il y avait une vraie volonté aussi de passer par l'expérience et de faire une démonstration de la réalité de ce qu'il affirmait. Ça, c'est bien. Et donc, c'est là-dessus qu'on a construit, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on se rejoint. Moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément, avec qui j'étais en contact, je le suis encore de temps en temps, on prend des nouvelles. Et voilà, quand il m'a contacté, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on essaie de mettre quelque chose en place qui sera pas contesté, disons, sur le forum et par la communauté qui s'intéresse à ce type de phénomène de manière générale. Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est de mettre en place un protocole avec les radiesthésistes qu'il avait contactés pour vérifier avec eux si ils étaient capables, avec leurs instruments de mesure à eux, donc pendules, baguettes, de retrouver cet échantillon. Grâce à son taux vibratoire. Ouais, donc c'est les mêmes personnes qui, auparavant, lorsque lui les avait contactés, avaient trouvé des résultats. C'est les mêmes que vous avez contactés, ils ont accepté. Voilà. Ça déjà, a priori, ça peut être un peu étonnant qu'ils veuillent bien se plier à
Et c'est bien qu'ils le fassent. Ouais, mais c'est très très bien. Et ils étaient très contents. Ils étaient contents de participer à une expérience. Ils étaient contents aussi de nous rencontrer. Enfin, le plaisir partagé évidemment. Mhm. Bref, et donc on s'est retrouvé un week-end à Argenton sur Creuse. Il y avait une salle qui avait été mise à notre disposition pour mettre en place cette expérience. Alors, avant ça, pendant plusieurs mois, il y a eu des discussions avec donc l'ensemble des radiesthésistes par mail. Et puis avec Donc, Francis. pardon, Donc, ils étaient combien? Tu l'as dit peut-être, mais j'ai raté l'info. alors, ils se sont déplacés à 3. Il y avait un 4e radiesthésiste local, on va dire, qui a participé à la mise en place de l'expérience, mais il y en a 2 qui souhaitaient être testés seulement. Voilà. D'accord. Dans un qui était un président d'association, enfin qui était le plus respecté, on va dire, par les autres. Et si Francis avait fait appel à ces radiesthésistes-là, c'est parce que c'était des gens qui étaient reconnus en fait dans Mhm. leur pratique. Donc voilà. Oui, non, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas le premier venu où vous ne l'avez pas testé entre guillemets n'importe qui. C'est des gens qui, a priori, si quelqu'un sait faire cette chose-là, c'était bien eux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui organisent des stages, des formations, Voilà. et puis c'est des gens d'expérience aussi qui font ça depuis des années et des années. Voilà. D'accord. Donc on a beaucoup discuté et le protocole sur lequel on s'est mis d'accord. Alors il y a eu des grandes discussions, par exemple sur. Donc on s'était dit voilà, on va cacher cet échantillon au taux vibratoire extraordinaire, quelque chose parmi 10 autres. On va le cacher sous un récipient, parmi 10 récipients, et puis il faudra au pendule ou à la baguette retrouver cet échantillon sur les 10 récipients. On a discuté sur comment les récipients, de quoi les récipients devaient être constitués, parce qu'ils ne devaient pas être un frein à une détection correcte. Et donc on s'est mis d'accord sur un matériau qui est le papier, puisque même le carton, pour certains radiesthésistes, pouvait poser problème. Ah. Et donc on a construit en fait 10 cloches en papier. Et puis on a disposé ces cloches dans la pièce. Alors avant de disposer les cloches dans la pièce, on a fait parcourir la pièce par les radiesthésistes pour vérifier s'il n'y avait pas des endroits qui ne se prêtaient pas à l'expérience. Parce qu'eux ont des théories avec des croisements de réseaux, les Les nœuds réseaux de Hartmann. Hartmann, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc les nœuds telluriques qui peuvent poser problème et tout ça. Alors on s'est pas occupé de ça, de la validité en tout cas de ce type d'allégations. Simplement, on leur a demandé d'identifier si dans la pièce il y avait des endroits qui étaient impropres au placement de l'échantillon. Donc ça fait partie de ce que tu disais sur le test blanc entre guillemets. Voilà, on se place au départ pour être sûr que les conditions sont réunies pour qu'on ait un succès. Voilà, on a aussi travaillé sur l'écartement qu'on devait avoir entre 2 cloches en papier. Oui. Pour que l'échantillon ne vienne pas, s'il est trop proche, perturber une mesure sur une cloche qui ne contient pas l'échantillon. Éviter les effets de bord et compagnie, d'accord. Voilà, donc il y a eu tout ce travail de préparation du protocole, et puis effectivement un test blanc où on a placé donc l'échantillon sous une des cloches en papier, et puis on a demandé aux différents radiesthésistes de vérifier qu'ils détectaient correctement l'échantillon sous chacune des cloches. Pour être sûr que l'expérience allait se dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, voilà. Une fois que tout est fait, ça y est, on passe au test ou il y a encore d'autres choses? Alors, simplement un petit mot sur la façon dont on était organisé. J'ai hâte de passer au test, pardon. Donc, il y avait 2 équipes. Il y avait une équipe de mise en place de l'expérience, et puis il y avait une équipe qu'on a appelée l'équipe radiesthésiste. Et dans chacune des équipes, on avait donc des radiesthésistes et des membres de l'équipe. Donc le principe c'était le suivant. Donc on avait une chance sur 10 à chaque essai avec des cloches numérotées de 1 à 10. Et donc on a fait un tirage au sort avec un dé à 10 faces, tout simplement, de 100 essais. C'est-à-dire que l'équipe qui était en charge de la mise du tirage aléatoire jetait un dé, elle obtenait 8, elle notait 8 sur un bout de papier. Premier essai, on savait que c'était la cloche numéro 8. Okay. Voilà, et puis deuxième essai, la cloche numéro 3 par exemple, et ainsi de suite. Et donc ils ont tiré comme ça 100 fois le dé, et ils ont noté sur 2 feuilles de papier les résultats qu'ils ont obtenus. Ensuite, c'est donc mise au point du protocole. Le tirage aléatoire, il est fait
au préalable, et donc, Voilà. c'est caché, mais en gros, c'est déjà décidé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe qui est responsable du tirage au sort met sous scellé un des 2 exemplaires du tirage au sort, donc dans une enveloppe correctement fermée, et cette enveloppe est remise au radiesthésiste avant de commencer l'expérience. Donc il a sur lui le document qui annonce la série de tirages qui aura été faite à la fin de l'expérience, pour qu'il puisse comparer la liste qu'il a sur lui, pour comme ça personne n'ait pu tricher. C'est ça, ça lui permet à la fin de l'expérience de vérifier que ce qui a été mis en place est bien ce qui a été tiré au sort au préalable. Voilà. C'est une vérification supplémentaire qu'on met en place. Voilà. Et donc quand le tirage au sort est fait, les gens qui font le tirage au sort ne participent pas à l'expérience. Ils font le tirage au sort, ils mettent un exemplaire dans une enveloppe scellée qui est remise au radiesthésiste, un autre exemplaire dans une autre enveloppe scellée qui est laissée sur place, et ils quittent l'expérience. Eux, leur boulot est fini. Ensuite, il y a une nouvelle équipe qui arrive, qui est l'équipe chargée de mettre en place chacun des essais. Donc cette équipe-là, elle ouvre l'enveloppe scellée qui a été laissée sur la table, et elle voit, premier essai, cloche numéro 8 par exemple. Donc elle se rend dans la pièce dans laquelle a lieu l'expérience, qui est vide à ce moment-là évidemment, et elle place l'échantillon sous la cloche numéro 8 par exemple. Ensuite, elle retourne dans la salle de mise en place, et elle envoie un signal sonore. Alors on faisait ça avec un talkie-walkie qui disposait d'un signal sonore normalisé, et qui permettait d'informer donc l'autre équipe, l'équipe radiesthésiste, que l'essai numéro 1 était en place. Donc dans une autre pièce, l'équipe radiesthésiste reçoit le signal, rentre dans la pièce de l'expérience, et donc le radiesthésiste, entouré de 2 assesseurs qui sont là pour noter ce qu'il indique, parcourt les différentes cloches en papier et indique sous quelle cloche il identifie l'échantillon. Et là, il la soulève, la cloche, pour vérifier. Non, pas du tout. Et non. Non. Il indique par exemple la cloche numéro 8, mettons. Il a trouvé bon. Et puis il peut avoir bon au premier essai, ça existe. Et puis les 2 assesseurs, les 2 personnes qui l'accompagnent ont une feuille de papier, et ils notent, premier essai, le radiesthésiste a indiqué la cloche 8. Voilà. Et puis, ils retournent s'isoler dans leur pièce à eux. Personne ne sait à ce moment-là s'il a bon ou faux. En fait. Non, personne. Voilà. Et ensuite, ils envoient un signal, le même signal sonore normalisé à l'équipe de mise en place, qui sait à ce moment-là que la salle est vide, et qui va mettre en place le 2e essai. Donc, ils regardent, le tirage au sort a dit 2e essai, cloche numéro 3, ils rentrent dans la salle, et ils mettent l'échantillon sous la cloche numéro 3. Et puis, alors chaque fois, je donne pas tous les détails. À chaque fois, ils bougent toutes les cloches en fait pour pas que le déplacement d'une cloche puisse informer aussi sur l'endroit de l'échantillon. Enfin, il y avait tout un tas de précautions comme ça. Ouais. Ils mettent en place le 2e essai, ils informent l'équipe radiesthésiste jusqu'à ce que on ait atteint le nombre d'essais maximum qu'on puisse faire dans de bonnes conditions, disons. Voilà. C'est-à-dire en face, il faut que les personnes soient encore aptes, ne soient pas trop fatiguées. Voilà, c'est ça. Il faut que le radiesthésiste... Alors, du coup, on a les résultats ou on n'a pas les résultats de cette expérience? Alors, simplement pour vous dire, d'abord, le protocole s'est déroulé sur un week-end, parce qu'il nous fallait un nombre d'essais suffisant, et que tous les radiesthésistes n'allaient pas à la même vitesse. Donc, on a pris le temps, on a fait ça sur 2 jours. Et donc, ce qu'on fait le soir du premier jour, c'est qu'on prend l'ensemble des données de l'expérience, et tout ça est mis dans un coffre métallique qui est fermé à clé. Coffre-fort. On dirait une histoire d'espion, c'est terrible. Qui est fermé à clé. Ah, très bien. D'accord. Et qui mange la clé? Et on donne la clé au radiesthésiste. Ok. Ensuite, le coffre métallique est mis dans un autre coffre métallique qu'on ferme à clé, et nous, on part avec la clé. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde a une clé permettant d'ouvrir un des 2 coffres, mais personne ne peut accéder il faut les 2 clés. au résultat. C'est vraiment, c'est d'une comment dirais-je, d'une sûreté, tout ce protocole qui est assez impressionnante. C'est compliqué de mettre ça en place, en fait. Il faut y réfléchir avant. Il faut du matos. Il faut 2 coffres, dont un qui rentre dans l'autre, c'est pas facile.
C'est ça, enfin, c'est pas vraiment des. Le premier, c'était une espèce de petite caisse qui est utilisée dans les événements. Je sais pas si vous avez déjà vu ces petites caisses Oui, d'accord. rouges qui servent à prendre la monnaie. Ouais, Bon, d'accord. c'est pas non plus des coffres forts, mais simplement, c'est pour s'assurer effectivement que les données ne sont pas accessibles et surtout que tout le monde a le même niveau d'information. La confiance est partagée, disons. Chacun a une clé. Vous voyez, il y a Ouais. pas, il y a pas J'aime, de. comme tu dis, la confiance est partagée et pas la méfiance. Mais c'est Non, c'est vraiment la D'accord. confiance. On se faisait confiance, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de. D'accord. Il y avait pas de regard soupçonneux ou de tension. Bon. Donc, deuxième jour, deuxième campagne d'essai. Donc, effectivement, bon, on parcourt les différentes. La pièce, enfin les Oui, différentes et je cloches. crois Et qu'il y a puis, eu un drame à un moment donné dans cette histoire. Je crois me souvenir de ce que tu m'as dit. alors ça, est-ce qu'on n'y revient pas plutôt pour parler de la limite, des limites Non, de la je parlais pratique du drame non. pendant l'expérience, qu'à un moment donné, la personne qui a l'enveloppe sur elle disparaît pendant quelques minutes. A besoin d'aller aux toilettes, effectivement. Voilà. Et donc, Donc, il demande l'autorisation à ses deux assesseurs d'aller aux toilettes, autorisation qui lui est donnée. Ah. Et donc, le radiesthésiste part aux toilettes, avec dans sa poche l'enveloppe qui contient les résultats. Donc. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que l'enveloppe, même très bien scellée, même si on ne peut pas regarder le contenu en transparence, voilà. C'est quand même très gênant en termes de protocole. Oui, parce qu'il que y a... on peut imaginer qu'il a un pouvoir magique pour lire dans les enveloppes dans les toilettes. Il peut les lire que là, mais ça lui permet de savoir ce qui s'est passé. Et du coup, après, il peut feindre avoir le pouvoir de radiesthésiste. En Alors, fait, c'est pas du tout ça qu'on teste. C'est pas vraiment ce qu'on s'est dit, ni nous, ni Non. l'équipe radiesthésiste. Mais on Mais par pourrait. contre, alors, encore une fois, on a toujours affaire à des gens de bonne foi et donc quand le radiesthésiste est revenu, il voyait vraiment pas où était le problème en fait, parce que il pensait plus qu'il avait l'enveloppe dans la poche, ça lui serait pas venu à l'idée de regarder. Enfin bref, D'accord. il était resté très peu de temps aux toilettes, hein, bon. Mais quand même, voilà. Donc là, Oui, c'est une faille du protocole. En l'occurrence, personne n'avait prévu qu'il puisse se retrouver seul à un moment donné avec l'enveloppe. C'est ça. voilà. Donc on arrête l'expérience. Donc dans ces cas-là, on a un signal sonore particulier qui dit on arrête tout. Alerte. Chacun range en fait toutes les documents du protocole, pareil, dans des endroits sécurisés, et puis on se retrouve et on discute. Et donc là, on a discuté. Est-ce qu'on annule l'ensemble des essais qui se sont déroulés jusqu'à présent? Est-ce qu'on repart sur un tirage au sort et est-ce qu'on commence, ou est-ce qu'on on continue? Voilà. Et là, c'est vraiment une discussion pour savoir ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, on aurait perdu énormément de données et les quelques essais qu'on aurait pu faire après cet événement-là nous auraient probablement pas permis de conclure. Donc d'abord, il y avait un truc lié à la pression, Oui. du fait que si on arrêtait, on risquait de pas avoir suffisamment de données. Et puis, il y avait aussi le contexte général qui disait que ça se passait très bien, qu'on était entre gens de bonne volonté. Et donc, on s'est dit, bon, s'il y a eu tricherie, on devrait observer Un infléchissement dans les résultats. Voilà. voilà, dans la partie, dans les essais suivant cet événement-là. Et donc, prenons le risque et continuons l'expérience. Et puis, on verra au moment du dépouillement si on voit quelque chose de bizarre. En attendant, voilà, on continue. Alors, il faut savoir que ce type de biais, il est inhérent à tout protocole. C'est de l'humain. Tout le monde va aux toilettes, quoi. C'est ça le truc. Fallait y Oui. penser, mais bon. Et puis, tout le monde n'a pas à l'esprit que, je vous dis, par exemple, le radiesthésiste, lui, voyait pas en quoi c'était un problème, quoi. Il disait, mais vous voyez bien que l'enveloppe n'a pas été ouverte. Enfin, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence, de rigueur, et donc, à tout moment dans une expérience, il peut se produire ce genre d'événement où soit le double aveugle est mis un peu en porte-à-faux, soit, enfin voilà, il y a quelque chose qui pourrait être un biais. Donc ça a failli être un drame, mais au final, l'ensemble des participants a estimé que la manip était valide, et donc vous avez continué. Voilà, on a continué, et puis le dimanche en fin d'après-midi, donc on a dépouillé les résultats. Donc on avait 35 essais en gros qui avaient été réalisés par un des radiesthésistes, seulement je sais plus 7 par l'autre, je me souviens plus exactement des détails. Mais bon, ça c'était suffisant pour
pour conclure, et les résultats étaient conformes à ce qu'on pouvait attendre d'une performance au hasard, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur la base de l'analyse statistique qui a été faite, si le radiesthésiste avait indiqué une cloche au hasard, il aurait obtenu les mêmes résultats que ceux qu'il a obtenus avec son système de détection. Mhm. Alors, il faut savoir que chaque fois qu'on fait une expérience comme ça, on se pose la question de l'intérêt de publier les résultats, en fait. Alors, en parlant de résultats, pardon, je vous coupe, mais je viens de mettre sur la page événement le document qui m'avait transmis, l'article que vous avez publié, donc sur les résultats de cette manip-là. Donc c'est en ligne, et ce sera dans la description de la vidéo lors du replay. Vous pourrez voir, en effet, le travail donc, de publication. Donc c'est toi qui as rédigé pour cette manip-là ? Oui. Voilà. Donc les gens pourront les voir. Donc je t'écoute, pardon. Voilà, donc les données de l'expérience, donc il y a eu 2... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors voilà, non, il y a eu 3, je vous ai dit des bêtises, il y a eu 3... C'est scandaleux, hein. 3 expériences, si je dis pas de bêtises. Alors attendez que je vérifie, est-ce que c'était des gens différents ? Non, c'est ça. Il y a eu 3 séries en fait d'essais. Avec 2 radiesthésistes. Donc, on en a un qui a fait 32 essais et l'autre qui a fait une série de 7 essais, puis une série de 10 essais le lendemain. Voilà. Donc, sur les 32 essais, on a eu un nombre de succès qui est de 4. Voilà. Et les statistiques prévoyaient que jusqu'à 8 succès inclus, on était dans la zone, on va dire, de normalité, c'est-à-dire une performance qui était conforme à ce que pouvait être une performance du hasard. Aux performances au hasard. En 4 par rapport à 8, ça veut dire quoi ? On était, il y avait de la marge, quoi. Hein. C'est clairement. Alors oui, enfin, de la marge, ça aurait pu être 5. Ça changeait pas. Oui. Ça changeait pas grand-chose. C'est ça. Toutes les données sont effectivement accessibles sur l'URL. Et mais du coup, alors, en gros, on peut dire que c'est un résultat qui a montré qu'il n'y avait pas a priori de pouvoir, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait eu 0 résultat, à savoir un résultat qui est pas prédit par le hasard a priori, puisqu'on doit s'attendre à ce que sur 35 essais, il tombe juste au moins 2 fois, admettons, je sais pas trop, voilà. Est-ce que dans le protocole, c'était prévu une version dans laquelle il aurait un résultat qui était négatif, mais pas prévisible par le hasard, ou pas du tout? Alors, dans ces cas-là, il faudrait que je jette un œil, parce que parfois, effectivement, on fait des tests unilatéraux, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte qu'un résultat exceptionnellement bon. Et dans d'autres cas, on fait des tests bilatéraux, c'est-à-dire en prenant en compte un résultat aussi qui serait inexplicablement mauvais. Alors, dans ce cas-là, on avait fait quoi ? Je jette un œil rapidement. C'était, me semble-t-il, un test unilatéral. Après, pour le détail, et donc, si ça avait été alors, en fait, c'est très simple. Si ça avait été extraordinairement mauvais, on l'aurait signalé, en fait, comme une anomalie, parce que ça aurait été effectivement une anomalie statistique. Dans tous les cas, il y a une chose qu'on fait, c'est que si le résultat est positif, on appelle à une reproduction indépendante par une équipe indépendante du même protocole. On appelle la NSA et puis après on... Non, c'est simplement que ce serait tellement extraordinaire que ça, avant de conclure définitivement, ça mériterait quand même d'être reproduit. Comme on dit, proposition extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires. Donc, quand on a un résultat qui est anormal, on peut supposer que le hasard a pu le produire malgré tout. Donc, il faut faire une deuxième fois pour s'assurer que voilà, ça ne peut pas être une erreur de manip. Ça ne peut pas être juste le hasard qui fait que sur ce coup-là, ça a marché de manière étonnante. Et oui, donc ça, c'est prévu dès le départ, ça, qu'en cas de réussite, il faut refaire la manip pour s'en assurer. Ah oui, les conclusions sont préécrites. Oui. Donc oui, bien sûr, c'est prévu. Et
avant de commencer l'expérience, je l'ai pas précisé, mais il y a eu une demi-journée, donc la demi-journée du samedi matin, qui était un rappel du protocole dans les détails. Oui. En plus de la signature d'un certain nombre de papiers pour dire qu'on avait bien pris connaissance du protocole, une décharge aussi. Il y a un petit règlement lié à nos expériences qui précise, par exemple, que si la personne dans le futur C'est ça. fait référence à l'expérience, elle doit aussi faire référence au résultat de l'expérience. Ouais. Alors ça, c'est parce qu'il y a un cas douloureux dont tu m'as parlé. Alors ça, c'est extrêmement... Et ça montre qu'on peut avoir des gens malhonnêtes. Donc je te laisse raconter l'histoire qui est assez édifiante. Oui, c'est un hypnotiseur. Un hypnotiseur qui avait été testé par Henri Brock dans le cadre du prix Défi, avait ensuite dans des publicités indiqué testé par le laboratoire de zététique, voilà, sans d'autres précisions. Donc le monsieur Et fait sa utilise- pub par rapport à ses C'est pouvoirs ça. présumés. Il dit testé par le laboratoire synthétique. Et tout le monde se dit, ah bah donc s'il a été testé, le mec, waouh, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Sauf que évidemment, le test C'est ça. avait été négatif. C'est ça. quoi. Donc depuis, on a dans le règlement qu'on signe tous, il y a cette précision que si on fait référence à l'expérience, on fait aussi référence au résultat de l'expérience, et c'est valable pour les radiesthésistes comme pour nous, quoi. D'accord. Voilà. On conclut juste en deux mots de cette manip-là. On parlera des conséquences sur les gens dans la troisième partie. J'aimerais qu'on conclue là-dessus et qu'après tu nous parles de la Dame Blanche de Moreau, si tu veux bien. Bah, simplement, on était inquiet. Il y a au moins un radiesthésiste qui a assez mal pris le résultat de l'expérience, qu'il a Ouais. assez mal vécu. On l'a vu, hein. Voilà. Donc, on a essayé d'être rassurant en disant que Parce que vous avez dépouillé le deuxième jour directement ou c'est plus tard que vous dépouillez? Oui. Le direct. soir. Ok. Ouais. Bah, on a discuté sur les conditions de l'expérience, ce que chacun en pensait, comment ça s'était déroulé, est-ce que D'accord. les conditions étaient bonnes, quels résultats ils pensaient avoir obtenus, tout ça. Et puis ensuite, on a dépouillé, oui, immédiatement. Et ensuite, les gens sont repartis, ils étaient parisiens, donc ils sont repartis en voiture direction Paris, et nous, on est repartis direction Grenoble. Et on était un peu inquiets, donc on les a appelés en chemin, et puis les jours suivants pour vérifier que ça allait bien, parce que certains semblaient avoir un peu de mal avec les résultats. Ouais. D'accord. Bon. Voilà. Et donc ça, Puis ça va bien. Hein. Ouais, bah, du coup, on en Ils sont reparlera dans la... toujours, Donc, en gros, cette manip-là a conclu à un échec, en tout cas par rapport à cette prétention-là particulière. Ça n'a pas marché. Voilà, donc après, on ne conclut pas au-delà Bien sûr. de l'expérience et de ce qu'on a observé. Hein. C'est-à-dire que dans les conditions expérimentales qui étaient les nôtres, la tentative de détection de cet échantillon avec des moyens radiesthésiques s'est soldée par un échec. D'accord. Voilà. Je vous invite à lire Ouais. la conclusion dans le document sur notre site. D'ailleurs, de manière générale, sur notre site zététique.fr, vous avez expérience de l'OZ sur la gauche. Si vous voulez jeter un œil, tous les protocoles dont on discute sont détaillés à cet endroit-là. Il y a un certain nombre de documents, notamment sur une charte qu'on s'impose à nous-mêmes dans Et le oui. cadre de la mise en place C'est de ces important. protocoles. Et voilà, il y a quelques documents, je pense, qui peuvent être Ce sera intéressants. notre partie 3. On parlera un peu de l'éthique. Mhm. Voilà, parce Mhm. que vous bossez avec des humains et voilà, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais avant cela, on reprend 10 minutes pour parler un peu de la Dame Blanche. Du coup, celle-là, je ne la connais pas. Autant les radiesthésistes, on en avait parlé un petit peu, donc je connaissais. Autant l'histoire de la Dame Blanche de Moreau, je ne sais pas quelles étaient les déclarations préalables, quelles étaient les prétentions, entre guillemets, des gens qui sont venus voir. Et vous, qu'est-ce que vous êtes venu tester, en fait? Comment ça s'est passé? Alors, 10 minutes, ça va être un peu compliqué. Parce Je que, vais en plus, essayer, là, mais- c'est carrément tout un village, en fait. Hein. C'est vraiment, pour le coup, du terrain à 100%, parce que vous allez sur place, parce que le phénomène, également, il ne peut pas être reproduit en laboratoire, puisque c'est une Dame Blanche censée apparaître près d'une église. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Quelle est la démarche? Ah, on a été contacté par deux personnes qui étaient effrayées par la présence d'une dame blanche à proximité d'une église. Là où c'était extraordinaire, et c'était un cas vraiment qu'on ne pouvait pas rater, c'est que cette dame blanche était présente à côté de l'église tous les soirs. Ah oui. Et un des problèmes quand on travaille sur les histoires de fantômes, c'est justement que par définition, ils ne sont pas reproductibles. C'est ça. Et que quand on se rend sur les lieux et qu'il ne se passe rien, on ne peut pas conclure grand-chose. Donc là, on avait affaire à un phénomène manifestement reproductible. Et donc, après quelques discussions avec les deux dames qui nous ont contactés, on a décidé de sauter dans notre voiture et d'aller voir sur place ce qui se passait. On a fait plusieurs centaines de kilomètres pour ça, D'accord. mais on pouvait absolument pas rater. Moreau, c'est dans quel coin?
Alors Moroux, c'est dans le Lot. Moroux, d'accord. Pardon. Voilà. On y boit du Cahors. Bah, comme ça, Et c'est- pour la petite histoire, c'est à proximité du fameux village de Montcuq, Ah, mon dont cuc. vous avez... Voilà, Montcuq. D'accord. Exactement. Qu'on est allé visiter, du coup. Ah bah, On pouvait pas rater ça. bah, quand on passe près de mon cul, on s'arrête. C'est Voilà. ça, exactement. Euh, donc, deux dames nous ont contactés. L'une, donc c'était une mère et sa fille, et la fille notamment était très très impressionnée par ce phénomène d'apparition de dames blanches. C'était donc dans le village dans lequel vivait sa mère. Elle n'osait pas rentrer chez elle le soir après parce qu'elle était très impressionnée. Et voilà comment les choses se passaient. La dame blanche apparaissait près de l'église le soir en général, hein, de nuit, autour de 23 heures dans ces eaux-là. Et donc, ah oui, Alors, il y a aucun il y a- rapport il y a- avec la prostitution dans cette affaire, on est d'accord? Non, C'est pas une dame qui non, non. apparaît à 23h pile tous les soirs Non, non, pour les messieurs. Non, d'accord. J'ai oublié un événement très C'est une important. hypothèse qu'il fallait. Quelques jours auparavant, Oui. la dame blanche en question avait été filmée par des enfants du village, en fait, Ah. avec leur téléphone portable. Et c'est en quelle année? 2008. D'accord. Donc, si vous tapez Dame Blanche Moroux, Mauroux, dans YouTube, vous devriez voir la vidéo, Ah, qui fait ok. quelques secondes. Bien. Et donc, cette Dame Blanche avait été filmée par les enfants, assise contre un arbre. C'est assez impressionnant, la vidéo, voilà. Et puis ensuite, donc, elle est apparue près de l'église. Et donc, il y avait plusieurs témoins, plus d'une dizaine de témoins, hein, qui l'ont aperçue. Et ces deux dames ont réussi à rentrer en contact avec elle. Cette dame blanche, elle avait un bouquet à la main. Et en fait, en lui parlant, elles lui ont demandé si elle pouvait répondre à des questions. Et elles lui ont proposé de lever son bouquet quand elle voulait dire oui. Elles sont rentrées en communication comme ça avec cette dame blanche, avec qui elles ont pu échanger un petit peu. D'accord. Donc elle demandait par exemple, est-ce que tu es décédé dans le village? Et la dame blanche levait son bouquet. Est-ce que tu es enterré à proximité? Elle levait son bouquet. Voilà. Autre événement qui les avait très impressionnés, à un moment elle demande à la dame blanche si elles peuvent s'approcher. La dame blanche lève son bouquet. Les deux femmes s'approchent et à ce moment-là, les lumières du village s'éteignent. Ah, mon Dieu. Et donc elles font demi-tour et elles rentrent chez elles un peu précipitamment. Voilà. Ça, c'est leur récit à elle lorsqu'elle vous téléphone. Ouais. D'accord. Un zététicien ne peut pas, enfin, il a plus de Oui. dignité s'il passe à côté d'un truc comme ça. Je veux comprends que dire, là, oui, c'est ce que je disais. Là, il y a un fantôme, on met le bot et on court, quoi. On y va. Et voilà. Donc D'accord. on a sauté dans une voiture et puis on s'est rendu sur place. On est malheureusement arrivé le soir de la fête de la bière dans le village. Donc C'est-à-dire la qu'on dame est blanche était bourrée. C'est mal passé. Non, mais un certain nombre de villageois, oui. Donc, Ah oui. c'était pas très tranquille et peu propice à une observation tranquille. Mais bref, on se positionne à proximité de l'église, mais on voyait pas directement l'église. La route faisait un virage. Bref, on était près d'un monument aux morts à une cinquantaine, centaine de mètres de l'église. Et puis, de temps en temps, on allait voir si on voyait apparaître la dame blanche ou pas. Et le premier truc un petit peu mystérieux qui se produit, c'est qu'effectivement, à un moment où deux filles de notre groupe se rendent sur place et tournent à l'angle de la rue pour arriver face à l'église, le village est plongé dans le noir. Et ben même quand on est zététicien, c'est bizarre. Hein. Mais est-ce que Scooby-Doo et Sammy étaient avec vous? Ça ressemble tellement à ça, quoi. Ah ouais, c'était vraiment ça. Enfin, nous, on était dans Ah oui. cette ambiance-là. Alors, on a mis en place tout un dispositif, notamment avec une voiture, avec des vitres teintées sur la place de l'église, dans lequel on avait une caméra à vision infrarouge, Voilà. pour que si la dame blanche apparaît, on soit sûr de ne pas la rater. D'accord. On avait positionné différentes personnes dans le village, derrière l'église, un peu partout, avec des talkie-walkie, pour que si elle apparaissait, on puisse s'en approcher. À vrai dire, on avait un plan secret qu'on n'avait pas partagé avec les villageois, mais qui était que si elle apparaissait, on lui sautait dessus. Pour voir si c'était, pour retirer son masque et voir en fait si c'était la tenancière de l'auberge. Alors voilà, c'était vraiment Scooby-Doo. Et puis surtout, on s'était dit comme ça, si on passe au travers, on sera fixé. Oui, Voilà. d'une certaine manière, dans les deux sens, c'est décisif. Voilà. On était un peu frustrés par le fait que les témoins jusque-là s'étaient jamais vraiment approchés.
Donc on comptait bien le faire. Et la Dame Blanche n'est pas apparue ce soir-là, de fête de la bière. On a eu quelques fausses alertes. Et on a quand même réussi à résoudre le mystère des lumières qui s'éteignaient dans le J'allais village. dire, parce que du coup, voilà, ça fait 2 fois qu'on parle de lumière qui s'éteignent, peut-être qu'il y a une explication. Voilà, et donc l'explication était simple. On s'est mis à la recherche en fait du capteur de luminosité du village, en se disant c'est peut-être de là que vient le problème. Et on l'a identifié, il était au bord d'une route en fait. Et on a fait une expérience. Quand deux voitures se suivaient et que la première était en plein phare, la luminosité générée par les phares suffisait à éteindre le village en fait. Et en discutant avec les habitants du village, on s'est rendu compte que, en fait, le village ne s'éteignait pas que quand la Dame Blanche apparaissait, hein, et qu'il y avait assez régulièrement des extinctions intempestives, on va dire, des lumières du village. Mais est-ce que depuis, ils ont déplacé leur capteur pour éviter que la lumière s'éteigne, non? À ma connaissance, non. D'accord, donc ça continue. Alors, du coup, donc, ce soir-là, vous avez donc, chou blanc pour le premier soir, et vous avez continué plus tard? Alors bien sûr, on est resté 4 jours. Donc, D'accord. Alors moi, je deuxième... propose qu'on fasse Oui. un truc pas cool. On fait une pause maintenant, et les gens vont rester suspendus à cette histoire. Et on revient dans quelques minutes. Je passe la parole à Vlad pour nous dire ce qu'on va écouter. C'est amusant parce que ça parle un petit peu de lumière, enfin d'une certaine manière, dans la mesure où il est question d'écran. Le morceau s'appelle Rétro Vertigo et c'est par l'excellent Mr. Bungle. Rétro Vertigo. Donc, nous avions commencé à vous raconter l'histoire de la Dame Blanche de Moroux. Et pendant la pause musicale, on a jeté un œil, on a trouvé sur YouTube la vidéo, on la mettra en lien, et éventuellement on la mettra en copie dans le live, ça sera marrant de voir ce qui se passe, ça sera bien que le son fonctionne. Et donc alors, donc ça c'était le soir numéro 1, il en reste 3. Qu'est-ce qui s'est passé les autres jours, Nicolas? Un peu pu toucher les limites de nos compétences dans la mesure où on avait l'habitude nous de mettre en place des protocoles expérimentaux, mais là on était dans un cadre complètement différent qui tenait plus de l'enquête policière finalement que d'une discussion autour d'un protocole et tout ça. On a rencontré des gens du village et les différents témoins donc, qui avaient vu la Dame Blanche, et notamment des enfants qui sont à l'origine de la vidéo que vous venez de voir. Donc, alors, je précise, Nicolas n'est pas en état d'ébriété, mais le son est un peu haché. De 2 familles seulement, c'est-à-dire il y avait une famille recomposée. Je sais pas, parce que chez moi tout va bien, les amis. Non, mais ça lag un petit peu. Du coup, c'est un peu comme si tu avais une diction de quelqu'un qui a un petit peu bu, parce que c'est décalé. Donc, je précisais que tu n'avais pas bu pendant la pause. D'accord, ok. Voilà. Donc, je continue ? Oui, monsieur. Ouais. Et donc, on avait besoin de compétences là qui allaient au-delà de compétences scientifiques ou expérimentales. Et on avait la chance d'avoir avec nous 2 éducateurs spécialisés qui, eux, sont plus habitués aux interactions sociales et la façon de les gérer. Et voilà. D'accord. Et donc, ces 2 membres de l'OZ ont travaillé sur un protocole, disons, d'entrevue un peu systématique pour pouvoir interroger les enfants qui avaient fait cette vidéo et essayer de voir si, dans ce qu'ils racontaient, on pouvait voir soit des contradictions, soit une façon d'évaluer les événements qui pouvaient différer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle un entretien cognitif, non? C'est pas ça? Oui, alors je sais Parce pas. qu'on avait Patrice Seret qui avait évoqué ça dans le cas des témoins de phénomènes OVNI ou de phénomènes PAN. Voilà, sur comment est-ce qu'on questionne les gens pour obtenir le maximum d'informations et pour voir les contradictions. C'est ce que tu évoques, je pense. Ça ressemble à ça. Oui, et puis on leur demandait aussi d'évaluer différentes hypothèses et de voir comment ils les évaluaient. Donc par exemple l'hypothèse canular, l'hypothèse fantôme, l'hypothèse et voir s'il y avait des grosses différences dans la façon des enfants. D'accord. Voilà. Il s'est produit 2 choses. C'est que, alors d'abord, il y avait des différences et des différences importantes, effectivement. Et puis, en rentrant de cette série d'entretiens, en fait, on est tombé sur une dame
une dame du village, dont le balcon donnait au-dessus de cet arbre qu'on voit dans la vidéo, et donc au-dessus de la scène qui avait été filmée. Mhm. Et cette dame, elle y passait beaucoup de temps sur son balcon. Et donc, on lui a demandé si par hasard, elle était présente le soir où cette vidéo avait été que oui. Elle était là. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on l'interroge également. Parallèlement à ça, ce soir-là, il s'est produit une chose, c'est que parmi l'ensemble des enfants qu'on avait interrogés, il y en avait un qui avait l'air un peu plus timide, un peu plus réservé que les autres. Quand tu dis enfant, c'est-à-dire, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est quoi? Alors, c'était 7 à 17 ans, en gros. D'accord. Voilà. Et c'était des enfants qui avaient l'habitude de mettre un peu le bazar dans le village, c'est-à-dire de rouler sans casque, à fond, avec des mobylettes sans pot. Ils fument du high-kick dans le garage? Non. En écoutant du Non, rap non. islamiste. Non, mais ils faisaient du bruit, C'est anti-garant. ils respectaient pas vraiment les personnes âgées. Ah, voilà, d'accord. c'était un Donc peu de la des- petite racaille, un petit peu. Ouais, enfin bon, Gentil. dans un village Des fragiles. c'était des jeunes très sympas en fait, hein, D'accord. qui nous ont tous menti d'ailleurs avec un aplomb extraordinaire, y compris le petit de 7-8 ans. Là, C'était un mensonge? Oh, spoiler. Et non, mais bon, bref. Donc ce soir-là, tous les enfants étaient absents du village, sauf un qui était seul chez lui, qui faisait des jeux vidéo en ligne, et qui était, de tous les enfants, celui qui était le plus fragile, le plus timide, et aussi celui qui sous-évaluait le plus l'hypothèse fantôme dans les entretiens qu'on avait eus avec lui. Et donc on s'est partagé en deux équipes. Une équipe est allée interroger la dame sur son balcon, et une autre est allée toquer dans cette famille pour discuter avec cet enfant. Or, la dame sur le balcon nous a dit oui, j'étais présente le soir où cette vidéo a été tournée. On dit ah bon, et il y avait combien d'enfants? Ils étaient 5. Je dis bon, ok. Et alors, ils avaient l'air. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient. Il y en avait un qui était déguisé, il était déguisé tout en blanc et tout ça. Pardon. Et puis On a il une s'est piste, assis- hein. et puis il s'est assis contre l'arbre. Et puis ils se sont marrés. Puis ils ont filmé avec leur portable et ils sont partis en rigolant. On a dit ah bon, mais vous saviez qui étaient les enfants? Et elle nous a identifié tous les enfants sauf un, ce qui nous a permis de déduire quel enfant était déguisé du coup, puisque c'était le seul Qu'elle a pas qu'elle vu. avait pas reconnu. Ouais. Voilà, puis on est allé donc de frapper chez ce jeune et on lui a dit bon écoute, là il y a une dame qui vous a vu, elle nous a raconté que vous étiez déguisé, tout ça, tata. Donc on sait à peu près tout, la façon dont ça s'est passé. Il y a quelques petits détails qui nous chiffonnent. Est-ce que tu peux nous les donner? Et donc là, le petit nous a expliqué en fait toute l'histoire. Voilà. Et donc, Vous serez dans mon livre, apparaître dans 15 jours, ne vous dis pas la fin mot de l'histoire. En fait, c'est vraiment un fantôme. Non, donc en fait, le fin mot de l'histoire, c'était qu'un soir, un des frères là, de cette fratrie avait décidé de dormir dehors sur un hamac, seul, et les autres avaient décidé de l'effrayer. Ah. Donc ils s'étaient déguisés avec un drap blanc, un masque d'Halloween qu'ils avaient peint en blanc avec leur bombe de peinture pour leur mobilette. Un bouquet de mariés en plastique qu'ils avaient récupéré et le gamin avait été absolument terrorisé par cette apparition. Ensuite, comme ça les avait fait rire, ils s'étaient baladés dans le village, ils s'étaient tombés sur un autre môme qui lui aussi avait été terrorisé et était rentré chez lui. Et puis ça leur avait donné du coup donc il y avait des parents qui étaient venus voir ce qui se passait, ils étaient à côté de l'église et puis voilà, c'est ce qui a donné l'idée de mettre en place ce truc là. Et donc un des enfants qui ne faisait pas partie de la fratrie et qui était en fait le fils de la dame qui nous a contactés, prévenait ses potes quand sa mère et sa sœur arrivaient à proximité de l'église. Il mettait le déguisement et hop, il faisait une petite apparition. Et D'accord. voilà comment les choses Donc les dames au se passaient. téléphone, leur témoignage, il était réel. Lorsqu'ils posaient les Ah oui, questions, oui. en face, la personne levait bien le bouquet. Donc voilà, c'est pas des gens qui ont une hallucination collective, c'est pas des gens qui mentaient. Ils ont vraiment vécu ça. Et en face, on avait des gens qui se moquaient d'eux, quoi. D'accord. Voilà, et donc, alors là où on était un petit peu étonné, c'est que le petit nous a raconté que ses parents étaient au courant. Or, nous, ses parents, on les avait interrogés, hein, comme on avait interrogé tous les enfants, et tout le monde nous avait joyeusement menti, en disant que ils savaient pas, ils avaient aucune le idée de ce que village ça de pouvait menteurs. être. D'accord. Et non, c'était très sympa en fait, c'était des gens vraiment sympas. Mon Dieu, mais est-ce que c'était un mais- complot? Plot Et twist. donc,
Et donc, il y avait une chose qui nous étonnait, c'est que la dame qui nous a contactés était une dame qui était fragile psychologiquement, Mhm. très fragile psychologiquement. Et donc, et elle était amie avec ces gens. Ah oui. Et on était un petit peu étonnés qu'ils aient pu jouer ce mauvais tour à cette dame, en sachant que ça pouvait avoir de vraies conséquences Ouais, c'est vrai. sur sa psychologie. Voilà. Et donc, pendant qu'une partie de l'équipe... ah oui, parce que donc, ce qui s'est passé, c'est que les enfants qui étaient donc... enfin, cette famille qui mangeait au restaurant en dehors du village avec leurs 4 enfants étaient prévenus qu'on avait découvert le poteau rose, sont rentrés. Et pendant qu'une partie de l'équipe discutait avec eux et leur demandait d'aller chercher le déguisement, Ah ce que mince. ça pouvait donner, ce truc-là et tout ça, Oui, c'est revenu. une des éduques qui était avec nous est allée interroger les parents en disant comment vous avez pu faire ça à votre amie, sachant qu'elle était fragile psychologiquement. Et là, c'est le double effet qui se coule. On a appris qu'en fait, la dame qui nous a contactés était au courant dès le début que c'était un canular. Oh. Et que la seule personne avec qui on avait été en contact et qui n'était pas au courant était sa fille, qui était terrorisée et qui ne pouvait pas rentrer le soir chez elle. Ah oui, il y a plusieurs couches dans cette affaire. C'est assez C'est terrible. Ouais. ça, c'est ça. C'est bizarre, Et donc là, les choses ont commencé à être beaucoup moins... Parce que nous, c'est un peu festif du coup, hein. On avait résolu le mystère, Bien sûr. on a pu faire des photos avec la Dame Blanche, enfin tout allait bien, on était très contents. Et puis d'un coup, ça a jeté un grand froid et il y a eu une engueulade assez terrible entre la mère et la Bien fille. sûr. Et du coup, on a eu un petit sentiment amer sur la fin de cette aventure. Et pour se venger, on a indiqué aux enfants du village où se trouvait le capteur de luminosité pour qu'ils puissent clignoter le village à loisir après notre départ. Oh, Voilà. J'avoue. d'accord. Mais du coup, c'est une bonne transition parce que vers la dernière partie, on voulait parler un peu de l'approche éthique et du fait que voilà, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec la manière dont les gens voient le monde. Parce que voilà, enfin, c'est pas parce que, en admettant que le zététicien arrive et qu'il ait raison, c'est pas parce qu'il a raison qu'il a tous les droits. Et est-ce que tu évoques en termes de voilà, c'est bien amusant, on joue à Scooby-Doo, on découvre le mystère, c'est super, c'est gratifiant, mais derrière il y a des conséquences. C'est vrai que Scooby-Doo en général, ça s'arrête quand la personne, on lui arrache son masque, on pense pas à ce qui se passe dans la famille où ça faisait 10 ans qu'il se passait des choses et voilà et des conséquences. Mais attends, juste avant de faire la transition, l'histoire de la Dame Blanche où on dit qu'elle apparaît tous les soirs, est-ce que c'est vraiment les enfants qui l'ont créée ou est-ce que c'était une légende qui était là présente et qui eux sont amusés avec? Ah non, la Dame Blanche, alors, ils ont eu l'idée à partir d'une autre vidéo qu'ils avaient vue aussi sur Internet, qui était une Dame Blanche, soi-disant, au Portugal. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'une Dame Blanche qui est prise en stop, en fait, dans une voiture. C'est assez génial. Et la vidéo du Portugal, c'est cette elle est vidéo à faire authentique? Ou est-ce qu'on non. C'est faux, c'est Non, faux non. aussi. Alors, tout est faux. Alors, c'est faux. L'explication est trouvée, ouais. D'ailleurs, vous la trouverez sur notre site. Et c'est un réalisateur, en fait, qui a fait cette vidéo. Il a expliqué, c'était un peu à l'époque de la mode des films à la Blair Witch Project. D'accord. Et donc voilà, non, celle-ci, elle est parfaitement expliquée depuis longtemps. Elle n'était pas à l'époque. Enfin, nous, on connaissait l'explication, les enfants pas encore. Donc, on leur expliquait aussi. Donc voilà, la Dame Blanche, c'est un phénomène. Alors, ça existe partout dans le monde, avec quelques petites variantes. En France, c'est très souvent donc une autostoppeuse au bord de la route. Des gens s'arrêtent, la prennent, et puis alors après, les versions varient, mais dans un virage ou sur un pont, d'un coup, l'autostoppeuse pousse un cri, puis elle disparaît. Les gens s'arrêtent. Cherchent un peu alentour et tout ça, voilà, la voient pas, s'inquiètent, se rendent à la gendarmerie, expliquent qu'ils ont pris quelqu'un en stop, qu'il y a eu un cri, qu'elle a disparu, et puis les gendarmes expliquent qu'ils sont pas les premiers, mais alors ça aussi, en fonction des versions, ça varie, mais ils sont pleins à avoir raconté cette histoire, et que dans ce fameux virage ou sur ce pont, ou en fonction des versions, il y a eu un accident de la route avec une jeune fille qui est morte, et voilà. Et donc ça, c'est
La légende en France. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. C'est en général à proximité, ils appellent ça Hitchhiker's Ghost, donc le fantôme autostoppeur, et c'est en général en face d'un cimetière au bord de la route. Voilà. C'est pas comme nous, lié à un... Mais bon, c'est une légende qui existe partout dans le monde, donc au Portugal, en Espagne, en France, aux États-Unis, partout. Ok, donc Voilà. les légendes urbaines. Mais alors du coup, tu as évoqué un petit peu la question tout à l'heure par rapport aux radiesthésistes. Comment ça se passe? Comment on gère? D'abord, enfin, j'aimerais qu'on sorte de ça pour parler d'autre chose, mais après on va revenir aux conséquences. Mais est-ce que on peut tester tout le monde? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on se dit non, bah, ça ne marchera pas, on ne pourra pas dialoguer avec ces personnes, on ne pourra pas mettre en place un protocole? Ou alors on se dit là, la personne n'est pas stable, comme tu disais, elle est fragile et du coup, nous, on ne prend pas le risque. Dans le travail que vous avez fait à l'OZ, voilà, est-ce qu'il y a eu des cas impossibles, des cas difficiles dans la partie préalable, protocole, avant de travailler? Oui, alors bien, oui, évidemment. Alors, il y a une chose dont il faut avoir bien conscience, mais tous les gens qui sont justement des esthéticiens de terrain, ou enfin des gens qui bossent pas mal là-dessus, et vous en faites partie, je pense, savent très bien que d'abord on a tous des croyances, et que les premières croyances dont il faut se méfier, c'est des nôtres. Et donc d'ailleurs, dans la mise en place du protocole, on essaie aussi de juguler nos propres convictions. Et puis aussi que les gens avec qui on bosse, ça pourrait être nos frères, nos sœurs, nos cousins. On a tous des exemples de discussions en famille Oui, bien où sûr. des membres de la famille font état de croyances qu'ils ont qui peuvent nous paraître absurdes à nous et qu'ils ne sont pas du tout. Et on fait avec eux, en général, montre d'une bienveillance dont on n'est pas forcément capable avec les autres. Alors nous, on essaie de s'imposer ça. C'est systématiquement des belles rencontres. C'est des gens avec qui on peut être d'accord sur tout un tas d'autres choses, partager des hobbies, voilà. Et donc, on est attaché aux conséquences sociales de nos actes. Après tout, on n'est qu'une association et on n'a pas d'intérêt à ce que les choses se passent mal. Au contraire, quoi. Voilà, on a tout à gagner à ce que les choses se passent bien, que les choses se fassent dans le respect mutuel. Parce qu'attention, on peut nous considérer parfois que quelqu'un est absurde, délirant, voilà. On sait très bien que d'autres considèrent qu'on est obtus, fermé. Dogmatique, Voilà. Et ce qui est très bien, c'est de faire tomber les barrières dans les deux sens. bien sûr. Et pas seulement dans l'un. Il y a pas une personne qui a une position dominante. Il ne faut pas imaginer qu'on n'a que des choses à apprendre à un radiesthésiste. On a des choses à apprendre d'un radiesthésiste sur sa vision du monde, sur sa pratique. Moi, j'ai appris des milliers de choses au contact de ces gens. Voilà. Après, toutes ces convictions-là, on se met d'accord temporairement pour les mettre de côté et bosser ensemble sur quelque chose. Donc, on s'apprête à travailler avec quelqu'un, et ben on essaie de mesurer ce que va être l'impact social de cette expérience sur la personne. Mhm. Voilà. Donc si c'est sa pratique professionnelle, par exemple, s'il arrête de son boulot de magnétiseur, typiquement, puisqu'on a bossé pas mal avec des magnétiseurs, ben, il y a un risque de perte de salaire, il y a un risque de perte d'une certaine position sociale, il y a un risque il peut y avoir une dépression, c'est pour ça qu'on discute énormément et qu'on essaie de demander à la personne d'envisager ce que pourraient être les conséquences d'un échec pour elle. Okay. Et il n'y a que quand on qu'il n'y aura pas d'impact négatif qu'on se met à bosser, quoi. Voilà. D'accord. Mais du coup, en termes de conséquences, justement, d'abord, est-ce que tu peux nous dire deux mots de la charte? Je sais que vous avez mis au point une charte, justement, par rapport à cette démarche-là, pour encadrer les conditions qu'il faut réunir pour qu'on puisse travailler correctement avec quelqu'un. Et je pense que la charte, on mettra un lien, je pense que c'est intéressant que les gens puissent voir accès à la manière dont vous avez prévu l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser. C'est une charte où on a essayé de formaliser un petit peu ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand on participe à une expérience à l'OZ, alors d'abord on met pas en place d'expérience comme ça à la sauvage sur une première rencontre. On est respectueux des gens, on est poli avec les gens, on ne nie pas. 99% des gens, je vous dis, sont complètement de bonne foi, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils voient quelque chose, ils le voient. Alors après, l'explication de pourquoi ils le voient, elle peut être
Oui, ça, on en Et, a parlé avec Patrice et Francine lors de l'émission sur les ovnis, en ufologie. Voilà. Les gens sont de bonne foi quand ils disent qu'ils ont vu quelque chose, mais la manière dont ils ont de l'interpréter, bon, là, c'est là où se fait le travail qui est le vôtre, quoi. oui, et puis donc voilà, nous on remet pas en cause, on remet pas en cause Le ressenti. ce que les gens nous racontent. Il y a, alors je sais plus, je vais regarder ce qu'il y a dans la charte et qu'il est important de dire. On travaille qu'avec des personnes majeures, bon ça c'est une évidence. Ouais. Une chose importante aussi, c'est qu'on demande à la personne si elle souhaite être anonyme ou pas, sachant qu'on s'engage à anonymiser toutes les pièces du protocole à tout moment si elle le souhaite. Et on s'est retrouvé par exemple dans le cas d'un magnétiseur qui à la fin de l'expérience qui était d'accord pour que son nom soit cité, puis à la fin de l'expérience il nous dit écoutez, honnêtement, si le résultat avait été positif, j'aurais aimé que mon nom soit cité. Oui. Le résultat ne l'est pas, je préfère être anonymisé, nous ça ne pose aucun problème. Alors, objectivement, c'est pas super honnête de sa part, parce qu'évidemment, il aurait tiré bénéfice d'une expérience qui aurait été positive, donc il aurait tiré avantage de votre travail. Et puis quand ça ne va pas dans son sens, il se défile. Je fais un peu Oui. En même temps, j'accuse pour que tu puisses le défendre, parce que je sais que tu comprends cette démarche-là. Mais voilà, Ouais. d'un œil extérieur, on peut dire le mec, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi, d'une certaine manière. En même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est moins la personne que le protocole qu'on s'apprête à publier. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de nuire à une personne, ou notre objectif, c'est de donner des exemples de protocoles qu'on peut mettre en place quand on est confronté à une pratique ou une autre. Donc, c'est cette personne-là, ça pourrait être une autre, et il n'y a pas de raison de nuire particulièrement à la personne. La démarche chez vous, c'est de produire un papier, un protocole, que les gens puissent apprendre comment on teste ça, et puis avoir un résultat. C'est pas de savoir qu'un tel, c'est pas un vrai, il n'a pas de vrais pouvoirs, etc. Enfin voilà, c'est pas la même démarche. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va de source. Pour la plupart des gens, quand un sceptique veut tester quelqu'un, c'est pour le débunker dans leur tête. C'est pas le cas en fait. Mais alors on se méfie énormément, mais même pour accueillir de nouveaux membres au sein de l'OZ, de ces sceptiques un peu hardcore qui... Un peu les chevaliers blancs, les sciences Justice Warrior, voilà, ceux qui veulent faire absolument le ménage. On a ça aussi, vous savez, on a eu des gens à l'OZ qui nous disaient mais le magnétisme s'est plié depuis Mesmer, depuis des années. C'est vrai. Qu'est-ce que vous prenez la tête à aller travailler avec ces gens? C'est du temps perdu. C'est vrai, mais en même temps, on est une association de zététique, quoi. Donc, si on considère qu'il n'y a absolument rien à apprendre dans tout ça, que c'est plié et que on fait autre chose, quoi. Hein. Je sais pas, on va faire des mots fléchés, mais on fait pas de la zététique. En termes de preuves scientifiques, c'est-à-dire pas de preuves absolues, mais de preuves raisonnables, faut dire ce qui est. C'est vrai que la radiesthésie, le magnétisme et ces choses-là, a priori, c'est plié. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais une preuve qu'en fait on avait tort. Mais ça veut dire que, là je parle pour les gens qui écoutent, je pense que ça tu le sais bien, mais voilà, on est dans un paradigme où on a suffisamment d'éléments de preuve pour dire voilà, ça on sait que c'est vrai, et ça on sait que c'est certainement faux. Et ça ne veut pas dire qu'on est sûr à 100%, bien sûr. Mais c'est raisonnable de dire ça. En même temps, apporter la preuve de la non-existence de quelque chose, c'est pas simple. C'est quasiment impossible. Tout ce qu'on peut dire, c'est que étant donné le nombre d'expériences qui ont été faites, l'état des connaissances sur le sujet et tout ça, la probabilité que le phénomène auquel on est confronté soit réel est pas élevée. Voilà. Oui. Mais c'est prudent. Voilà. Et puis je crois que c'est juste de dire ça. Oui, bien sûr. Mais disons que la manière dont on est prudent dans l'expression de ce doute raisonnable et de cette certitude qui n'est pas absolue, peut passer pour une position de faiblesse. Ah oui, non. Alors qu'en fait, c'est la force du scepticisme, c'est que voilà, on se laisse toujours les portes ouvertes pour être contredit si jamais il y avait des preuves. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans la suspension totale du jugement permanent. On peut avoir un jugement provisoire. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui confondent
scepticisme et qui pense que les sceptiques doivent forcément ne pas avoir d'avis sur rien. Non, on peut avoir un avis dès l'instant qu'il est étayé sur des éléments et qu'on admet que cet avis, il n'est pas définitif. Alors en fait, c'est une notion d'ailleurs très importante pour nous, qui est ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Voilà, oui, c'est un outil. C'est-à-dire qu'on essaie sur une échelle de 1 à 10, mettons, de juger de la vraisemblance des hypothèses. Donc en fonction du contexte, en fonction des connaissances sur le sujet, tout ça. Donc typiquement dans l'exemple de la Dame Blanche de Moroux, quand on était en route, on avait quelques de voyage, on s'est amusé à ça, c'est-à-dire à envisager les différentes hypothèses et à leur donner un pourcentage de vraisemblance. Donc il y avait l'hypothèse canular, il y avait l'hypothèse méprise, c'est-à-dire, je sais pas, une ombre, enfin voilà. Il y avait l'hypothèse hallucination, il y avait l'hypothèse fantôme, à qui on a donné 1%. Okay. Il fallait la prendre en compte dans l'ensemble des éléments possibles à tester. Bah forcément, c'était l'hypothèse des gens à qui on allait rendre. Donc, si on l'ignorait totalement, on restait chez nous, quoi. Oui. Voilà. Donc il faut... souvent, on nous reproche de ne pas être ouvert. C'est important de garder cette ouverture-là. Et le scepticisme, c'est une suspension du jugement, c'est pas l'affirmation d'une conviction, enfin aussi étayée soit-elle. Je veux dire, c'est raisonnable, hein, bien sûr, au vu des connaissances de dire non, c'est plié, mais c'est pas constructif comme positionnement. Voilà. Oui, mais c'est ça. Mais je suis pas en train de dire qu'il y a un bon, un mauvais sceptique, mais il y a parfois une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'être sceptique. Et à mon sens, peut-être qu'après c'est moi qui me trompe, que ça ne veut pas dire, tu parles de suspension du jugement, elle est relative. C'est-à-dire que on sait que in fine, on peut changer d'avis, donc on n'a pas un jugement qui est arrêté, mais on peut quand même avoir un avis sur une question. Quoi. Absolument, c'est l'intérêt du curseur de vraisemblance. C'est-à-dire que c'est pas parce que on n'écarte aucune hypothèse qu'on donne la même vraisemblance à chacune d'entre elles quand on les évalue. Voilà. Voilà. Et donc c'est une approche bayésienne des choses. J'invite les gens à s'intéresser à la logique bayésienne, qui est que avant de juger, on donne des coefficients aux différentes hypothèses, voilà, par rapport à leur probabilité. En termes de conséquences, tu as évoqué le fait qu'il y avait un des radiocétistes qui avait un peu mal vécu le truc. Et tout à l'heure, dans le chat, il y avait la question, est-ce que, alors que ce soit par rapport à vos expériences ou par rapport à d'autres tests en France ou ailleurs, est-ce qu'on a des cas où les gens testés par les sceptiques ont renoncé à leur activité pour faire autre chose, se sont entre guillemets déconvertis, ont changé d'avis sur la question, ou est-ce que on a des gens qui trouvent un moyen de continuer à croire ce qu'ils croyaient et de pratiquer ce qu'ils pratiquaient? Il y a deux effets inconnus en zététique. Qui sont l'effet canard et puis attends, est-ce que ça m'a le son a mal marché, je répète, donc c'est l'effet canard insubmersible, c'est ça, hein, que tu as dit. C'est ça. Donc le canard de bain insubmersible, donc c'est le truc que vous avez beau le réfuter, il va toujours revenir à la surface, c'est ça? C'est ça. Et ensuite donc et puis l'effet comment on appelle ça? Je ne sais pas. Ça va me revenir. Bon, les formules, tant pis, c'est pas grave. Bon, je sais pas. C'est quoi l'idée? J'avais parlé de l'effet. Donc on a dit. Vous m'entendez là? Parce que moi, oui, je ça marche. très mal. En fait, il y a Vlad qui tape avec ses types-là sur son clavier, donc ça fait du bruit dans le micro de l'ordinateur et du coup ça coupe tout. Donc tu parlais de l'effet canard insubmersible. Donc ça c'est le premier effet. Donc les gens, on aura beau leur prouver, enfin pour peu qu'une preuve existe, leur amener des éléments pour leur dire que voilà telle chose, c'est vrai, c'est faux. Ils vont malgré tout toujours trouver un moyen de revenir à la surface avec leurs idées et donc de croire toujours à la même chose. Donc ça c'est le premier effet. Est-ce que celui-ci il est récurrent, courant, ou est-ce que c'est l'exception? On le provoque presque. Je veux dire, encore une fois, l'objectif, c'est pas de convaincre la personne avec qui on travaille, c'est pas de lui nuire. Donc, il y en a plein qui ont envisagé. Par exemple, le premier magnétiseur avec qui on a travaillé, quand on a terminé, il a dit mais à quoi bon? Est-ce que tout ça c'est dans ma tête?
Et puis alors en plus, il a dû gérer le fait que ses collègues, parce il a parlé de cette expérience autour de lui, et ses collègues magnétiseurs lui sont tombés dessus, jeté dans la gueule du loup. Qu'est-ce que t'as fait? Alors lui il disait mais non, c'est très sympa, ça s'est bien passé. Enfin bon. Ouais. Et donc. Parce qu'en plus, il y a un effet dans- communauté en général. Pour chaque type de croyance, il y a toujours un groupe de gens qui vont réagir différemment à l'approche sceptique. Donc forcément, il y a des tensions entre les gens. Voilà, donc nous on essaie de prendre des nouvelles, de dire que ben non, ça change rien, que il trouvera peut-être une explication à cet échec. Enfin voilà. Donc, Du coup, même vous lui euh, donnez un peu comment dirais-je, des clés pour échapper à la dissonance cognitive, de cette manière. Alors voilà, c'est ça. du coup, je me Résoudre pose la la question, dissonance cognitive. est-ce que c'est bien de le faire? Oui, enfin, en tout cas, nous, en tout cas, ça fait. Je sais pas si c'est bien de le faire, mais Mhm. en tout cas, ça fait partie de notre fonctionnement. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est d'apprendre à mettre en place un protocole, c'est de découvrir une pratique, c'est d'échanger. Pour vous dire à quel point c'est une richesse. Moi quand quelqu'un me parle d'un magnétiseur qui s'est rendu chez un magnétiseur, je peux en parler avec lui, je peux en parler avec lui dans le détail, je connais les fondements de la pratique, j'ai lu des bouquins là-dessus, et surtout, j'ai passé des heures et des heures Oui. et des heures avec des magnétiseurs, beaucoup plus que n'importe lequel de leurs patients. Oui. La première discussion avec le premier magnétiseur, ça a été 6 heures. Le premier protocole expérimental, ça a été 9 heures. Pendant 15 heures, on a vu bosser un magnétiseur. Personne ne va voir un magnétiseur pendant 15 heures. Non, ça coûte trop cher. Voilà. Donc ça c'est l'intérêt, il est aussi là. Ça permet d'échanger avec. Quand vous êtes dans un repas de famille et que quelqu'un vous parle de magnétisme, vous êtes pas seulement dans un argumentaire théorique ou basé sur des lectures. Vous êtes capable de citer des noms de magnétiseurs. Vous êtes capable de montrer des contradictions qui sont des contradictions vécues. Vous Oui. êtes Non, voilà. mais monsieur, mais c'est ça qui est important. Ce que tu dis, je trouve que c'est important, c'est que chaque cas, il est utile pour en parler autour. Le cas, c'est pas une fin en Oui. soi. Non, Voilà. et puis ça, c'est quelque chose que nous apporte l'autre, et il faut le reconnaître, quoi. C'est une contribution aussi de la personne avec qui on bosse Mhm. à notre propre connaissance du phénomène ou du contexte. Donc voilà, il y a pas, notre objectif, c'est pas que cette personne-là, elle ressorte complètement à plat. Alors évidemment, elle est convaincue, le magnétisme, ça marche pas. Et puis, ben, elle est misérable parce qu'elle a plus de boulot. Oui, c'est sûr, Et, bien sûr, c'est pas le but, mais et elle est désespérée. Et mais voilà. tu comprends C'est un bien peu- qu'il y a forcément chez les sceptiques des gens qui vont dire, du coup, je me fais l'avocat de cette parole-là, même si c'est pas la mienne, qui vont dire, les magnétiseurs, ce sont des charlatans. Bon. Même ceux qui ne sont pas charlatans, ils abusent d'une certaine manière de la crédulité des gens qui vont les voir. Est-ce qu'il faut pas éradiquer absolument toutes ces pratiques-là parce que ça entretient les gens dans un type de croyance, voilà, etc. Enfin, j'aimerais quand même que cette critique-là, elle soit entendue Nous, on pour fait que le ça posée. pari Voilà. que Dis-moi, comment vous répondez bien à sûr. ça? Bah, nous, on fait le pari. On est, comment dire, on est en amont par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on fait le pari que cette méthodologie, ces armes qu'on donne finalement aux sceptiques, elles vont permettre de lutter efficacement contre le charlatanisme. On fait le pari que des gens vont s'emparer de ces données pour en déduire quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, ouais. Non, mais c'est ça. Mais comment dirais-je? Il y a quand même des gens qui vont vous dire, c'est l'ennemi, entre guillemets. Il faut lutter. Il faut faire en sorte que les gens arrêtent de croire ça. C'est un point de vue sceptique, peut-être extrémiste, en tout cas qui a priori se défend. Ça paraît que les gens considèrent que la croyance en tant que telle, la superstition en tant que telle, c'est mauvais pour l'être humain parce que ça le pousse. C'est un peu une pente savonneuse. Quand on croit ça, on commence à croire n'importe où. On finit par nier la science et puis on finit par se soigner pour un cancer en buvant du jus de carotte. Donc cette critique-là, je ne dis pas qu'elle est valide, mais en tout cas, elle repose sur des choses qui sont tangibles et sur des inquiétudes qui sont réelles. Dans quelle mesure vous justifiez le fait, à mon sens, c'est raisonnable, de ne pas être dans ce rapport d'antagonisme avec les tenants?
Bah, je crois l'avoir expliqué. C'est Oui, simplement que nous, on tient à ce que les conséquences sociales de nos actes, elles soient positives. Après, effectivement, ce que tu dis est vrai, et même on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui croyaient dans des trucs complètement bizarres et qui ont été convaincus par des arguments très rentre-dedans, justement, voilà, et par des trucs un peu agressifs. c'est Donc, ça. moi, je fais pas de ce positionnement le positionnement que tout le monde devrait avoir. Pas du tout. D'accord. C'est le nôtre. Voilà, c'est C'est comme ça ça. qu'on aime Non, mais c'est travailler. intéressant, Et c'est important de montrer que on peut avoir des approches qui sont complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mode unique. Voilà, enfin, mais c'est bien de voilà. dire. Et puis c'est pas. Voilà. Et puis il y a aussi une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on est relativiste. Encore une fois, Eh oui, c'est pas parce qu'on n'écarte aucune hypothèse qu'on leur donne tout le même poids. C'est pas parce qu'on discute gentiment avec les gens que nos protocoles manquent de rigueur. Voilà. Donc on essaie de trouver cet équilibre entre une grande rigueur dans la mise en place du protocole et en même temps une grande bienveillance dans tout ce qui est autour, si vous voulez. Voilà. Je crois qu'on peut le résumer comme ça, c'est-à-dire que toutes ces considérations-là, elles n'ont pas leur place dans le cadre du déroulement de l'expérience. Mhm. Ce dont on parle là, c'est tout ce qui se passe avant et c'est tout ce qui se passe après. Dans le cadre de l'expérience, la rigueur, elle est absolue. Il y a ni bienveillance ni malveillance, il n'y a pas d'amis. Oui. Voilà, on est dans un cadre expérimental et il n'y a pas de sentiment à ce moment-là, il n'y a pas d'aspects sociaux dans la réalisation d'un protocole expérimental. Par contre, D'accord. autour, on s'attache Non, mais c'est bien. à- C'est bien aussi d'expliquer que vous ne prétendez pas que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, mais c'est un choix éthique dans la démarche que vous faites, qui à mon sens se défendra très bien. Mais que du coup, s'il y a d'autres sensibilités dans le monde sceptique, elles peuvent aussi avoir des choses à apporter dès l'instant qu'on respecte quand même les individus. Je pense que c'est un minimum. Je fais une petite pause pour dire que à tous les gens qui ont été virés du chat que c'est normal, c'est parce qu'il est 23 heures. Oui, c'est l'heure du... Je n'ai pas forcé tout le monde à rage quit sur la base de ma propre rage. Voilà, le chat est fermé. De toute façon, là, ça va être l'heure de conclure. Enfin, tu voulais finir là-dessus, enfin, sur ce que je disais, rebondir ou conclure sur cette idée-là? Non. Donc, bah, alors, Non, moi je te crois propose que quand même je crois de que j'ai fait le reprendre tour, voilà, un mot de la fin. Est-ce qu'il y a un élément sur l'aspect zététique de terrain et le travail que tu fais, une idée peut-être que tu n'aurais pas eu le temps d'aborder ou sur laquelle tu veux revenir parce que c'est vraiment le cœur du message entre guillemets, que tu voudrais faire passer ce soir? Est-ce qu'il y a un truc comment voilà. Non, simplement un appel aux gens justement à aller sur le terrain. Voilà. Et à pas se satisfaire d'articles lus, mais d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens et de s'essuyer aux protocoles expérimentaux. Tous les gens qui ont participé à l'un ou l'autre de nos protocoles en sont sortis changés. Mhm. Et le retour est systématiquement le même. On touche du doigt vraiment l'intérêt de la zététique quand on s'investit dans la réalisation d'un protocole expérimental. D'accord. Et est-ce que vous êtes submergé par les demandes des tenants ou... Non, pas du tout. Voilà. Donc éventuellement là, c'est l'occasion pour dire aux gens. Enfin, voilà. Éventuellement, si vous avez envie de tester quelque chose, l'OZ est relativement dispo pour le faire. L'OZ d'ailleurs est ouvert s'il y a des gens qui veulent adhérer à l'assaut. Comment ça se passe? Comment font les gens qui veulent adhérer? Mais dans ce cas-là, on a une adresse de contact@zététique.fr Voilà. et puis il faut nous faire un petit mot. Un petit mot pour expliquer un peu la démarche dans laquelle vous êtes voilà, Voilà, c'est ça. pour être vraiment dans l'esprit de l'assaut. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, comme petit mot de la fin, on sera là. Oui, Bled, pardon. Avant de couper, je vais quand même donner la réponse à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la musique que j'ai Ah oui. diffusée, Pour la cause, reprise de Nine Inch Nails qui était reliée d'assez loin mais reliée malgré tout à l'OZ, et tout simplement parce que Florent Martin, batteur de qualité de son état, qui fait partie de l'OZ, a fait une drum cover de ce morceau et que c'est trouvable sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, coucou Florent, qui est une star cathodique de l'OZ. L'histoire est réelle. Il est passé sur. C'est mon choix, c'est Et ça? qui ce soir est sur le terrain, justement. Ah! Il est à une conférence sur la réalité du monde qu'on nous cache, ou je sais plus quoi, un truc.
Il est entouré de complotistes. Des conspis. Bon, bon courage. C'est pas toujours marrant, mais bon, enfin, c'est des gens. Si. Ça peut être marrant, mais des fois, enfin, on en subit pas mal quand même sur les commentaires. C'est des gens qui ont tendance quand même à très vite nous prendre pour nous des conspirateurs, tu vois, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, donc c'est un peu fatigant quand même. Alors dans 15 jours, nous recevrons un invité qui va nous parler de la science dans le monde de la justice, avec tout ce qui est expert et tout ce qui est notamment les sciences cognitives par rapport aux expertises psychologiques etc. dans ce monde-là, et de comment on gère l'erreur quand ça a des conséquences judiciaires. Voilà, donc je sais pas, on n'a pas encore vraiment creusé le plan de l'émission, mais je pense que c'est un thème qui est un petit peu sensible et de notre point de vue inconnu, donc on va aller vers ces choses-là qu'on ne connaît pas du tout. Donc merci beaucoup à Nicolas d'avoir été avec nous ce soir. Je pense que l'émission était vraiment intéressante. On a vu des cas concrets, et ça manque souvent ce qu'on fait nous on est assez théorique. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Maxime pour la technique. Merci. Et puis restez sceptiques et à très bientôt. À très bientôt tout le monde. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.